Allô? Vous l'entendez dans ma voix, je suis vraiment contente de vous présenter le partenaire. J'aurais le goût de dire la partenaire, je ne sais pas si ça peut se dire, la partenaire de cet épisode. En fait, une partenaire de l'École de la vie que je chéris. C'est une entreprise que j'aime d'amour et j'ai nommé Zora Biocosmétique. Donc, cet épisode est présenté par Zora Biocosmétique. Si vous êtes une personne assidue là, de l'École de la vie, si vous êtes souvent assis en classe là, à m'écouter, vous connaissez sans doute la fondatrice de Zora Biocosmétique, Mélissa Harvey. On a d'ailleurs enregistré un épisode ensemble. C'est l'épisode 39, il me semble, où elle raconte toute son histoire. Puis c'est là où je suis réellement tombée en amour avec les produits de Zora Biocosmétique parce que Mélissa, elle a découvert l'huile d'argan, qui est un peu le fil conducteur de toute sa gamme de biocosmétiques. L'huile d'argan revient souvent. Elle a découvert ce produit-là quand elle faisait un stage de coopération au Maroc. Elle était auprès d'une coopérative de femmes. Il y avait un bidon, en fait, il y avait une cargaison d'huile d'argan qui avait été retournée, les femmes étaient prises avec ça. Elles avaient pas le revenu qu'on leur avait promis. Et Mélissa, pour les dépanner, a acheté cette cargaison d'huile d'argan-là. Puis elle s'est dit, je vais figurer ça à Montréal. Qu'est-ce que je vais faire avec cette huile d'argan-là? Et c'est là qu'est née Zora Biocosmétique. Et là, ça fait plusieurs années que Zora offre des produits qui sont, ma foi, efficaces, mais aussi sains pour la planète, sain pour les humains. C'est vraiment une gamme qui, moi, répond à tous mes critères. Tu sais, les choses qui sont importantes pour moi, Zora Biocosmétique, là, les coche. C'est produits qui sont d'origine végétale, donc biologique, certifié Écocert. C'est aussi certifié équitable. Donc, les ingrédients qui composent les petits produits là, sont issus du commerce équitable. Puis aussi, il y a évidemment tout ce rapport-là de solidarité humaine, notamment avec les coopératives de femmes au Maroc qui produisent l'ingrédient principal, l'huile d'argan. Et si vous ne connaissez pas l'huile d'argan, là, c'est tellement fantastique, cet ingrédient-là. C'est très, très hydratant. C'est aussi beaucoup de propriétés cicatrisantes. Donc, ça a bien du sens là, qu'on se badigeonne la peau avec ça. Et le produit que je voulais vous présenter aujourd'hui, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, là, mais Zora, c'est une entreprise locale. Je sais que l'achat local revient à la mode et j'en suis très heureuse, mais si vous avez envie de faire votre petit switch là, de routine, c'est vraiment le bon moment de le faire, de se tourner vers des entreprises d'ici. J'ai visité l'usine de Zora. Les produits sont faits à Montréal. Donc c'est ça, si vous avez envie d'intégrer du local dans votre routine, le Zora, c'est vraiment une belle porte pour intégrer un peu plus de local. Puis là, le produit que je vais vous présenter aujourd'hui, là, regarde, je l'ai utilisé là, pas plus tard qu'hier soir, c'est le exfoliambre. Exfoliambre, c'est un exfoliant. Je ne sais pas si vous avez ça dans votre routine, mais moi, je fais ça à peu près 2 fois par semaine. Je m'exfolie le visage. Puis là, pour les gens qui se disent, à qu'est-ce que ça sert de s'exfolier la face? C'est ça qui va permettre un nettoyage un petit peu plus en profondeur, enlever les cellules mortes, enlever l'excès de sébum. Puis ça envoie un peu le signal à notre visage, à notre corps, de renouveler les cellules. Donc, c'est vraiment aussi, c'est comme un petit gym là, pour le renouvellement cellulaire. On exfolie, puis on dit, j'aimerais ça que tu continues à produire de la nouvelle peau, s'il vous plaît. Donc, c'est vraiment très bon. Ça donne un genre de petit coup d'éclat. Puis, je trouve aussi que mes produits que j'applique après, genre sérum, produits actifs, vont davantage pénétrer dans ma peau. Fait que moi, j'adore ça, rajouter ça à ma routine. Et en plus, aujourd'hui, on va parler de désencombrement, de ménage. Fait que c'est un petit peu comme faire le désencombrement de notre visage. Peut-être que j'essaye de trop lier les sujets en ce moment. Mais bref, l'exfoliant, ce que j'aime, c'est que des fois, là, quand on fait ça, le processus d'exfoliation, il y a des produits qui sont super abrasifs. Genre, c'est comme tu passes la laine d'acier. Là, mais c'est pas ça qu'on veut pour notre visage. On veut quand même que ça reste un processus qui est doux, qui va pas générer de l'irritation. Puis pour les peaux sensibles aussi, dont je fais partie, c'est vraiment le fun d'avoir quelque chose qui est un peu plus hydratant, qui est vraiment, les particules sont pas trop raides sur la face. Donc, exfoliambre, c'est parfait parce que, comme je vous l'ai dit, c'est à base d'huile d'argan, donc c'est super hydratant, mais aussi, les petites particules, là, figurez-vous donc que c'est de l'ambre. Donc, c'est de la poudre d'ambre. Vous savez ce que c'est, l'ambre, là, c'est une résine. Donc, c'est cette poudre-là qui va venir créer l'exfoliation. Et en plus, là, la petite texture est comme toute crémeuse. Ça glisse bien dans le visage et ça sent divinement bon. Donc, si vous avez envie d'essayer et d'intégrer tout ça dans votre routine ou même de renouveler votre routine de soins pour la peau, vous savez pas quoi? J'ai un petit code promo, la gang. Alors, vous pouvez aller sur le site de zora.ca,
passez votre commande et pour les commandes de 125 $ et plus, vous rajoutez le code promo Vanessa25 et là, il y a une pluie magique de licorne. Non, c'est pas ça qui se passe. Vous avez 25 % de rabais. Donc, le code promo Vanessa25 pour 25 % de rabais sur les produits Zora. Je vous le dis, là, vous allez triper dessus. Moi, là, je ne vends pas des affaires là, en lesquelles je ne crois pas. Puis ces produits-là, là, je les aime pour vrai et je les utilise dans ma vie. Donc, Vanessa 25 pour les produits Zora Biocosmétiques. Merci Zora de contribuer à mon projet et de m'accompagner à travers l'école de la vie. Bon épisode! Bonjour les beaux amours. Hey, le sentez-vous que le printemps est dans l'air? Je ne sais pas exactement à quel moment sera diffusé cet épisode, mais assurément, le printemps est soit à nos portes, soit déjà installé. Et moi, printemps, comme pour beaucoup de gens, c'est synonyme de ménage. Tu sais, au printemps, on sort de nos grottes et avant d'être complètement investi à l'extérieur, là, puis que ce soit l'été, dans cette période de transition-là, il y a comme ce moment où on ouvre les rideaux, on dépoussière. Là, puis moi, ça me fait profondément du bien, pas juste de nettoyer mon espace, mais surtout l'acte de désencombrement. Tu sais, vraiment faire le tri de mes objets, regarder ce qui est pertinent, ce que je veux qui sorte de ma maison, puis regarder qu'est-ce que j'ai envie de garder dans mon espace. Et là, vous le savez, c'est un sujet qui est intense pour moi. Je vis beaucoup d'émotions par rapport au désencombrement, notamment avec mon sous-sol, là, qui est un grand dossier. S'il y a des gens, personne ne me l'a demandé, personne ne m'a écrit pour me demander des nouvelles de comment va le rangement de ton sous-sol, Vanessa. Ça s'améliore tranquillement, mais là, je sens que je dois aller chercher des ressources supplémentaires et c'est pour ça que j'ai fait appel à Ariane Martel-Labrec de la compagnie Allô Printemps parce que, évidemment, je voulais entamer ce processus-là de ménage, mais je me suis dit, je pense que j'ai besoin d'aide, notamment d'aide parce que le ménage, c'est souvent une question de couple, une question de famille, et je sentais que j'avais besoin aussi d'un point de vue qui était extérieur à notre famille parce que notre relation aux objets, je crois qu'elle est profondément sentimentale, profondément associée à notre vision du monde. Il y a des gens qui adorent garder des choses, il y a des gens qui sont comme, moi, je veux juste que tout sorte de la maison. On se situe quelque part dans ce spectre-là et parfois, ça peut vraiment donner lieu à des frictions. Je ne veux pas parler de mon couple. Alex, je t'aime. On va rester ensemble. Mais c'est vraiment un sujet parfois qui est difficile à aborder, qui est chargé dans notre famille. Et je pense aussi que notre rapport aux objets, ça nous en dit long sur notre façon de consommer. Comment justement notre rapport à la consommation, comment des fois on utilise les objets pour remplir un vide, comment on s'attache à certains objets. Et dans mon processus de ménage, je voulais pas juste tomber dans le mode organisation. Je vous avoue, il y a des compagnies qui m'ont approché parce que c'est un peu la mode de ces temps-ci sur les réseaux sociaux. On aime ça regarder des vidéos, là, je sais pas pour vous, très satisfaisant. Là, tu regardes une pièce, c'est un chaos complet, puis là, bing, bang, boom, 4 secondes après, c'est tout propre. Puis là, tu fais comme, oh wow, il y a quelque chose dans la loupe de dopamine, en tout cas moi, qui me fait du bien quand je vois ces vidéos-là passer. Puis il y a des compagnies qui m'ont approché pour me dire, hey, est-ce que tu veux qu'on vienne faire de la réorganisation chez vous? Puis moi, on dirait que ça m'intéressait pas. Je dis, mon but, c'était pas de classer mes barres granola dans des petits pots en plastique, tu sais, ou d'acheter des paniers ou mettre des tablettes. Je voulais vraiment rentrer dans un processus qui était plus profond, qui était aussi confrontant pour face à l'accumulation d'objets que j'ai dans ma maison, la surabondance. Et c'est pour ça que je trouve que Ariane Martel-Labrec, c'est la parfaite personne pour parler de ce sujet-là parce que elle a une maîtrise en architecture, donc elle connaît les espaces et dans les dernières années, elle s'est vraiment tournée et spécialisée dans le minimalisme, dans notre rapport à la consommation un peu plus responsable et évidemment dans le désencombrement. C'est ça qu'elle aime le plus faire, aider les gens à désencombrer leur espace et passer à travers ce processus psychologique et aussi, surtout, nous donner du pouvoir pour aborder des changements qui sont vraiment libérateurs. Je pense que quand on arrive à se connecter à ce qui est réellement important pour nous puis qu'on arrive à se délester de ce qui est superflu, il y a quelque chose de vraiment le fun qui se passe en dedans, qui se réorganise en nous. Et j'ose penser que c'est ce que vous allez ressentir en écoutant cette conversation-ci et peut-être en vous mettant en action après. Qui sait? Si vous faites un ménage, OK, après avoir écouté cet épisode-là, j'aimerais vraiment ça que vous m'envoyiez des images d'objets, d'affaires que vous faites comme, hey, ça, là, je me tiens, tu sais, je m'agrippe à cet objet-là depuis des décennies, puis là, je suis prête à le laisser partir. Puis j'ai envie d'écouter ces histoires-là. Moi, ça m'intéresse vraiment
vraiment beaucoup notre rapport aux objets. Alors voilà, je vous ouvre mes DM. Vous pouvez m'envoyer des photos de vos vieilles gogosses. Bon. Mes fins d'introduction, je les trouve tout le temps bizarres, mais c'est pas grave. Alors, je vous souhaite un bon épisode. Ariane, bonjour. Allô. Bienvenue à l'École de la vie. Je suis super contente d'être ici. Ça fait un moment qu'on se parle, toi et moi, que la porte de la conversation est ouverte parce que c'est un grand dossier, on dirait, dans ma vie, le désencombrement. Je me rends compte que c'est chargé de plein de choses. Fait que je suis très, très heureuse qu'on puisse aborder ce sujet-là ensemble. On a pris une petite année, là, en tout cas pour moi, de laisser ça un petit peu se déposer. Puis il y a eu beaucoup de bouleversements dans ma vie. Fait que je me sentais comme, on dirait, pas prête à aller dans justement la démarche de désencombrement. Et là, je me sens vraiment prête cette année, puis ça me fait du bien. Je l'ai commencé, puis là, je me suis dit, OK, c'est le moment, il faut que je m'assoie avec Ariane. Donc, merci vraiment de prendre le temps. Ça me fait vraiment plaisir. Ce que j'aime de ta démarche, c'est qu'il y a vraiment une profondeur. C'est pas juste d'aller réorganiser notre espace, installer 2-3 tablettes et zoup, c'est réglé. Puis quand j'ai pris connaissance de ton parcours, on dirait que j'ai compris aussi pourquoi il y avait ce regard-là. On dirait comme, je dirais presque holistique, là, 360 autour du désencombrement. Donc, est-ce que tu as envie un petit peu de nous dire d'où tu arrives? Qu'est-ce qui t'a amené au désencombrement? Et là, j'arrive d'un chemin tortueux, mais en fait, je dirais que j'avais une autre petite entreprise, avant une entreprise de design de meubles et d'espace que j'avais lancée avec une amie avec qui j'avais étudié en architecture. Puis quand cette entreprise-là s'est terminée, j'ai eu l'occasion de me demander ce qui me donnait l'énergie. Quand j'ai pensé à me réorienter, là, à ce moment-là, je me suis demandé qu'est-ce qui me donnait le plus d'énergie. Puis j'ai réalisé que j'aimais vraiment ça, moi, me mettre dans la posture de faire du désencombrement dans un garde-robe avec une amie. Je trouve que ça participe à construire quelque chose de nouveau, regarder en avant. Puis il y a toute cette énergie-là de comme, je sais pas, de nouveaux départs que j'adore. Et puis, voilà, c'est un peu ça qui m'a amenée à démarrer Allô Printemps. Donc, tu étais comme un peu l'amie qu'on allait voir quand on avait besoin de désencombrer. Tu sais, même pas tant que ça, mais okay. C'est juste quelque chose que je ressentais, je pense. C'est quelque chose que je faisais avec ma mère aussi quand j'étais petite. On se faisait des bilans de vêtements à chaque saison, où on faisait un tri dans ce qu'on avait. Puis c'était toujours quelque chose d'extrêmement positif. C'était quelque chose de joyeux, qui était très tourné vers la construction du futur et non pas vers, on regarde comme plus nostalgiquement vers le passé. Donc, il y avait quelque chose ouais, c'est ça qui nous tire par en avant là-dedans, puis c'est ce que j'aime mettre de l'avant aussi. Oui, parce que des fois, l'expérience de ménage dans certaines familles, c'est un peu, comment je pourrais dire ça, pas traumatique, mais comme ça peut être vraiment intense puis associé à comme un processus qui n'est pas nécessairement le fun. Je fais juste penser à ma mère là, quand ça lui prenait, là, puis que c'était le moment qu'on faisait le ménage, j'étais comme, là, les choses vont sortir de la maison, que vous ne le vouliez ou non. Puis je me rappelle comme aller récupérer un oreiller dans la poubelle, là, tu sais, puis être comme, avoir le sentiment presque de trahison là, de maman, d'être comme, t'as jeté mon oreiller. Tu sais, il y a comme quand même ça, je me rends compte que c'est très chargé, ce processus-là, puis notre rapport aux objets est quand même assez, tu sais, c'est pas anodin, là, il y a comme quelque chose où on est impliqué avec nos objets. Vraiment, il y a comme plein de couches dans cet exercice-là, puis c'est pas un exercice qui peut être positif ou bénéfique s'il se passe dans la contrainte. C'est plein de possibilités positives, de bienfaits, en fait, de désencombrer, mais on ne va pas jamais y accéder à ces bienfaits-là si on se sent forcé de le faire ou si on le fait pour satisfaire quelqu'un qui a des attentes. C'est un processus, tu sais, tu as bien fait d'attendre, de te sentir prête pour le faire. L'année dernière, si tu ne te sentais pas là, tu ne l'étais probablement pas, ça ne t'aurait pas apporté la même chose. Fait que sans nécessairement reporter ça au calendrier grec en se disant tout le temps hey, « c'est pas maintenant, je me sens pas prêt », mais quand même, il faut se sentir d'attaque parce que c'est un exercice qui est super exigeant aussi, qui va demander beaucoup de nous. Puis ça prend une disponibilité mentale, émotive pour l'aborder, puis aussi profiter de tout ce que ça peut nous apporter. Pour motiver, disons, là, les troupes qui nous écoutent, sans nécessairement pousser puis imposer quelque chose, mais c'est quoi les bénéfices de justement s'adonner à ce processus-là, à cet exercice
exercice-là de réel là, désencombrement. Pas juste se dire, je vais bouger un peu 2-3 affaires, sortir un sac ou deux, mais vraiment là, d'aller à fond dans ce processus-là. Bien, les plus grands, pour moi, ne sont pas nécessairement les plus évidents pour les gens, mais c'est certain qu'il y a des bénéfices qui vont être visibles immédiatement dans l'espace. Tu vas avoir un espace déchargé, tu vas mieux, tu vas vivre moins de stress parce que tu ne vas plus jamais chercher tes clés, tu vas tout de suite voir ce que tu as. Fait que c'est hyper satisfaisant de par le fait que ton espace est justement déchargé, tu vois clair et tout ça. Mais il y a plein de bénéfices qui viennent du fait aussi d'affronter des décisions, puis de prendre des décisions et de les faire pour soi. Ça donne un grand sentiment de contrôle de faire ça. Ça peut te donner l'impression de reprendre littéralement le contrôle de ta vie. C'est hyper empowering, c'est énergisant. Puis justement, la clarté qui vient avec ça, justement, quand tu fais tous ces choix-là, en laissant partir tout ce qui n'a plus d'importance dans ta vie, ça fait comme remettre en lumière ce qui est important pour toi. Puis en faisant ça, parfois, on se découvre parce que ça fait ressortir « Ah, mais attends, moi, je suis une fille de même. Ben oui, c'est important pour moi ça, recevoir, ou c'est important pour moi le ski de fond. » Fait que c'est comme si, finalement, cet exercice-là nous tendait un miroir puis qu'on se découvrait, tu sais, en dessous de tout les affaires dont on s'encombre, mais qui ne nous apportent plus rien, on découvre ce qui est réellement important pour nous. Puis cette clarté-là est vraiment positive, elle fait vraiment du bien. Il y en a tellement d'autres. La confiance que ça peut nous apporter aussi de faire ça. C'est tellement satisfaisant. Puis quand tu regardes ce que tu as réussi à faire, ça peut te donner confiance que tu es capable d'en faire des grosses tâches difficiles, vraiment épeurantes. Puis ça peut te donner le goût d'aborder plein d'autres démarches dans le sens du bien-être aussi, de te remettre en forme, de commencer à méditer parce que là, tu t'es fait de l'espace pour ça. Tu sais, fait que, ouais. On dirait que ça crée de l'espace et du mouvement. Tu sais, comme il y a quelque chose dans passer de l'énergie de la stagnation. Oui, vraiment. À, OK, là, il y a des nouvelles possibilités qui s'ouvrent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me sens. Oui, ça donne de la légèreté. Ça donne de la légèreté, ça donne de la liberté. Ça donne, comme tu dis, de l'espace mental. Oui, c'est puissant. Puis, si c'est si bénéfique que ça, mettons, là, pourquoi est-ce que c'est quelque chose qu'on va reporter ou qu'on va remettre, qu'on ne sera pas confortable à faire? Parce que ça reste... C'est ça. Pourquoi c'est confrontant de faire le tri de nos objets? Tu parlais de la prise de décision. Je pense que ça doit être un aspect de tout ça. Mais pourquoi pour certaines personnes, faire le tri, c'est comme impossible? Bien, c'est déchirant faire des choix parce que ça implique toujours une forme de renoncement. Ouais. Tu sais, souvent, on essaie de snoozer des décisions parce que, justement, on veut pas renoncer à, en tout cas, une des deux possibilités. Puis là, en plus des encombrés, ça implique de prendre en rafale les décisions qui ont été reportées à plus tard depuis souvent des années. Fait que là, c'est sûr que c'est exigeant mentalement puis émotivement, comme je disais, d'avoir à affronter toutes ces décisions-là, mais aussi... ça fait tellement de bien parce que quand on décide que c'est nous qu'on met au centre de cet exercice-là puis que ces décisions-là, on les prend en pensant à soi, c'est comme la plus grande forme de self-care. Là. C'est rare qu'on prend autant de temps pour ne penser qu'à soi puis à qui on est, à ce qui est important pour nous puis où est-ce qu'on veut aller dans la vie. Mais c'est épeurant parce que c'est exigeant. Sauf que... Puis aussi, c'est épeurant parce que souvent en termes d'ampleur, on se dit genre, mais j'y arriverai jamais. Puis ça peut avoir l'air décourageant de se lancer là-dedans. Souvent, il y a des gens qui ont commencé à le faire à un moment donné puis qui ont arrêté. Puis là, ce que ça a eu comme effet, c'est de créer encore plus de désordre. Puis là, ils ont peur de revivre cette espèce de désordre-là, finalement, qu'ils n'ont jamais réussi à surmonter parce qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Fait que c'est pour ça que ça peut être utile d'être accompagné dans ce temps-là parce que, c'est ça, moi, je vais m'assurer quand même qu'on wrap, là, que je te laisse pas avec un gros tas de choses, finalement, qui n'a pas été rangé à la fin de notre journée. Mais oui, c'est normal que ça soit épeurant puis que ça soit intimidant. Quand tu accompagnes les gens, là, comme... De quoi les gens ont le plus besoin, de ta présence? Qu'est-ce que ça apporte? Tu disais comme ça aide à la prise de décision, à rapper les choses, justement, comme... c'est quoi l'avantage d'avoir, mettons, quelqu'un qui soit à côté de nous puis qui soit là pour être notre cheerleader de ménage? Ça dépend vraiment des gens. Les gens vont pas tous chercher le même niveau d'aide, disons, mais dans tous les cas, ça amène une direction parce que souvent, les gens me disent...
je sais juste pas par où commencer. Ouais. Puis une fois qu'on est parti, ça va, ils seraient capables de le faire. Puis tu sais, moi, je fais juste comme partir la machine, je reste à côté d'eux. Puis après ça, ils sont capables de s'approprier l'exercice puis de vraiment se poser les questions. Ils n'ont plus besoin que je sois assis à côté d'eux nécessairement à chaque seconde. Mais moi, je suis là pour les aider à se débloquer quand ils arrivent devant un dilemme. Puis moi, surtout, je suis là pour leur poser des questions puis les forcer à sortir peut-être de leurs ornières puis à envisager cet exercice-là autrement. Par exemple, si les gens font le ménage dans leur bibliothèque puis disent « Ah, ce livre-là, je l'aime, je l'ai tellement aimé, je le garde. » Mais est-ce que c'est vraiment ça la question qu'il faut se poser? Attends un petit peu. Est-ce que ce livre-là, tu vas le relire? Est-ce que, tu sais, on peut se poser d'autres questions. Ah non, ce vêtement-là, je l'avais au secondaire, là, je suis vraiment attachée, je le garde. OK, est-ce que tu vas le porter? Alors, non, OK, alors c'est dans ton étagère qu'il va ou il va dans un bac souvenir? En tout cas, ça peut être utile d'avoir quelqu'un juste pour venir nous challenger un peu la façon de faire qu'on a toujours de faire ce ménage-là. Oui, mais là, tu parlais de la question, tu sais, du livre, là. Oui. J'ai l'impression que les livres, c'est quand même un des objets qui est difficile de départir parce que c'est associé à plein de choses. Ouais. Mais tu dirais, il y a eu la mode là, dans les dernières années, c'est sûr que tu la connais, tout le monde la connaît, là, mais Marie Kondo qui parlait de la joie. Puis moi, quand j'ai lu ce livre-là, j'étais comme, OK, let's go, Marie Kondo, your life. Puis là, je me posais la question de la joie. Puis c'est drôle parce que autant je trouvais ça intéressant, autant je sentais pas nécessairement que c'était au service réellement de... Tu sais, que je sentais que c'était une question intéressante, mais que c'était pas nécessairement tout à fait la bonne question. Puis il existe toutes sortes de méthodes pour faire le ménage, pour faire le tri, pour désencombrer. Puis j'étais curieuse de t'entendre. Est-ce que toi, tu as une méthode que tu utilises à chaque fois? Est-ce que tu t'adaptes selon la personne? C'est quoi les bonnes questions à se poser quand on fait face à un dilemme? Tu sais, mettons, moi, j'ai un objet, là, je sais pas, tu sais, là, j'ai apporté des gogos de chez nous, là, mais c'est... mais tu sais, il y a des livres. Mettons, si je regarde là, cet ensemble d'objets-là, puis je dois faire le tri, OK? Pour les gens qui nous écoutent là, de façon juste audio, il y a 3 champignons en feutrine, OK, sur la table. Il y a 2 livres et il y a un espèce de vase avec des fleurs séchées mortes, OK? Puis là, disons que je suis confrontée à devoir faire le tri dans ces objets-là. Comme quel genre de questions je me pose par rapport à ça? Ben, de façon générale, moi, la question de la joie, je la trouve limitée parce que elle évacue un peu la notion de besoin. Puis moi, je pense que c'est quand même important de remettre la notion de besoin au centre de l'exercice. Puis aussi de continuer à se demander, est-ce que cet objet-là m'apporte de la joie? Ça continue de normaliser l'idée que la joie devrait nous venir de nos objets. Wow! Puis je pense pas que c'est la bonne approche. Ah, je pense que tu mets le doigt sur l'affaire qui ne marchait pas pour moi dans l'équation. Ben, c'est que on reste comme en surface, puis on dirait que c'est comme s'il fallait quand même être entouré d'un minimum d'objets pour ressentir de la joie. Fait que moi, la joie, je l'évacue. Complètement. Mais tu sais, Marie Kondo, moi aussi, là, ça m'a complètement galvanisée quand j'ai lu ça la première fois en 2014, là, son livre. Puis il y a beaucoup de bien là-dedans. Il y a beaucoup de positifs à aller chercher là-dedans. Mais je pense pas que cette question-là, qu'elle la met vraiment au centre de sa démarche, moi, je pense pas que c'est la question qu'on doit se poser. Puis moi, ce que raison, je fais juste penser, puis je suis comme, une paire de bas m'apporte pas nécessairement de la joie, mais regarde, j'ai besoin de mettre des bas. Là, c'est elle nous dit qu'il faut la ressentir de manière très physique. Fait que c'est comme s'il fallait s'obliger à ressentir de la joie, même si on n'a pas cette habitude-là, pour vraiment se laisser guider. En tout cas, moi, je pense que c'est pas un bon guide, la joie. Je pense quand même qu'on a une tête pour nous aider. Puis moi, la question que j'aime nous poser, mais que j'aime poser, c'est est-ce que j'ai besoin de cet objet-là pour avoir la vie que je veux? Puis ça peut t'amener à peu près partout. Oui, tu peux décider que tu as besoin d'un tableau sur ton mur pour avoir la vie que tu veux. Oui, tu peux décider d'avoir dans ta bibliothèque une collection de livres que tu as vraiment adoré, même si tu n'es pas certain de la relire pour avoir la vie que tu veux. En tout cas, il y a comme... C'est ça, il y a une espèce d'élasticité là-dedans que j'aime. C'est pas une grille, parce qu'on est des humains. Puis c'est ça. Puis j'aime quand on pose des questions, des fois, on peut vraiment aller loin dans les réponses. Tu sais, justement, par rapport aux livres, j'avais un client à un moment donné qui me disait qu'il gardait ses livres pour avoir l'air intelligent. Puis il était super transparent. Puis j'étais comme, ah ouais, tu sais, c'est plus de l'ordre de la vanité. Puis en tout cas, on peut comme aller là. Puis c'est super intéressant là où ça peut nous amener, de
de poser des questions, mais de pas juger les réponses, puis de juste comme creuser. Ben, c'est comme la démarche de façon générale, je pense, quand on entre dans le développement personnel, d'apprendre à se connaître, puis de pas se faire croire certaines choses, là, d'aller regarder la vérité. Là, je pense à certaines questions que je me pose parfois, puis il y a la réponse toute faite. On dirait que j'ai déjà manufacturé, qui est comme parfaitement emballée parce que ça correspond à ce que mon ego souhaite mettre de l'avant. Puis là, après ça, quand je fais, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réellement vrai? Puis là, quand tu parles des livres, je suis comme, ça vient, on dirait que je viens de le prendre personnel. Je suis comme, ah ben oui, c'est sûr qu'il y a certains livres dans ma bibliothèque qui sont là parce que je me dis, ben, je sais pas, ça donne l'impression qu'il y a quelque chose dans ma culture générale. Je peux raconter un peu qui je suis à travers mes objets, d'autant plus avec les réseaux sociaux présentement comme... Ben moi, je prends mon intérieur en photo, là. Donc, c'est une extension de l'image que je projette dans le monde, mon intérieur. Là, c'est super bizarre parce qu'il y a comme cette espèce de dualité-là de c'est mon espace de vie, mais en même temps, c'est un peu aussi une forme de vitrine. Fait qu'en tout cas, ça vient aussi pour moi brouiller tout ça. Mais ouais, de se dire les questions qu'on se pose, d'aller vraiment creuser puis d'aller pas nécessairement à la réponse de surface, là. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et ta question... de se dire, est-ce que c'est au service de... Veux-tu la répéter la question? Ma question, c'est, est-ce que j'ai besoin de cet objet-là pour avoir la vie que je veux? Est-ce que ça participe à construire, finalement, quelque chose que je souhaite construire? Oui, ça demande de rentrer dans la démarche personnelle, de se questionner sur c'est quoi la vie que je veux. Ça vient d'une intention, ça vient pas d'un sentiment comme la joie. La vie que je veux, c'est... Est-ce que je veux... c'est ça, tu sais, est-ce que je veux de la liberté dans le sens comme être capable de déménager ou je sais pas, ou est-ce que je veux pouvoir recevoir? Moi, j'aime vraiment ça recevoir. Fait que c'est sûr que je vais peut-être avoir besoin de plus de plats de service, puis peut-être que des serviettes de table, c'est pertinent dans la vie que je veux vivre. Puis pour certaines personnes, ça va être complètement une autre réponse. Fait que je trouve ça intéressant aussi. Puis des fois, aussi, d'être lucide peut-être sur... je sais pas, il y a quelque chose par rapport aux objets, puis je sais pas si tu le vois chez tes clients, puis là, je fais juste de l'introspection présentement, mais il y a comme des objets qui sont dans ma vie qui sont une projection de ce que j'aimerais être. Ah oui, mais bien sûr. C'est comme, oui, c'est la vie que je souhaite vivre, mais c'est pas vraiment réaliste. Il y a ça aussi, il y a comme des objets espoirs. Là. Je pense que le classique, c'est comme tous les gogos d'entraînement qu'on peut avoir dans notre maison. Là. Ben, c'est ton fantasy self, ça. C'est comme la version idéale de toi, mais ça se peut que ça soit lourd de garder des objets parce que de garder les objets qui sont associés à cette espèce de version de toi que tu n'es pas ou que tu n'es pas encore, parce que c'est une pression que tes objets te font subir. Puis à chaque fois que tu les vois, peut-être que ce que tu te dis, si tu as des haltères ou si tu genre du gear d'exercice que tu n'utilises jamais, ce que tu dis peut-être, c'est « Ah, faudrait que... Ah, je le fais pas. Faudrait que je fasse ça. Ah, tu sais... Comment ça, j'ai pas trouvé le temps de faire ça? Faudrait que je m'organise mieux. » Fait que finalement, tu sais, c'est ça. Ça te renvoie une image négative de toi, ça t'amène vers la culpabilité. Le jour où tu décides de t'entraîner, c'est pas parce que tu as gardé 3 élastiques que ça va favoriser ton retour au sport, tu sais. Non, si tu as une volonté, je veux dire, tu vas juste aller dehors et courir. Oui, ou comme tu vas t'équiper en fonction de tes besoins au moment où tu vas ressentir le désir de faire ça. Puis... je pense qu'on se punit beaucoup en gardant des objets qui nous renvoient une image négative de nous-mêmes ou nous font sentir coupables. Ah, c'est intéressant, vraiment, parce que... c'est subtil. C'est subtil, mais il y a un exemple qui me vient en tête de... il y a quelques années, mon chum, il aime l'astronomie, tu sais, il regarde beaucoup de vidéos d'astronomie. Puis comme, c'est genre sa petite passion. Puis moi, j'ai pas tout à fait embarqué dans cette passion-là, mais comme je trouve ça beau qu'il s'intéresse puis qu'il regarde du contenu là-dessus. Puis là, il dit « Ah, j'aimerais vraiment savoir un télescope pour regarder le ciel. » Et moi, j'entends ça, tu sais, fait que là, je prends ça en note, je me dis, prochain cadeau, garde, télescope, ça va être un hit. Fait que là, je me complique la vie, je fais tellement de recherches pour trouver le meilleur télescope, tu sais, comme de milieu de gamme, puis tout ça. Et puis là, je vais le chercher, là, super loin, puis finalement, à Noël, je lui offre le beau télescope. Et... on reçoit le télescope, super content, puis là, ouvre le manuel d'instruction. C'est quand même compliqué d'utiliser un télescope. Regarde, j'ai pas comme peser sur le piton play, de regarder une vidéo sur le ciel. Là. C'est comme, ça demande quand même un engagement dans le processus. Puis là, tu sais, une année passe.
pas utiliser le télescope. 2 ans passent. Et là, ça a duré, je pense, tu sais, moi, à chaque année, je lui disais, honnêtement, ça me dérange pas que tu le donnes, le télescope. Je suis tannée de le voir comme, là, servir à rien. Je me dis, il y a peut-être quelqu'un, un astronome en herbe, là, qui va pouvoir en faire bon usage. Mais tu sais, il y avait cette affaire-là d'être envoyé à son échec d'avoir appris à manipuler un télescope. Et ça a duré, ma foi, 5 ans, là, avant que finalement le télescope prenne le bord. Il l'a sorti, là, il y a genre 2 semaines. J'étais comme, enfin! Ah. Mais il y avait ça aussi, tu sais, je pense que parfois aussi les objets, tu sais, tu parles de la culpabilité. Je pense qu'il y a quand même ça, peut-être, de se faire offrir des choses, d'avoir acheté, d'avoir dépensé de Vraiment, l'argent. c'est ça. C'est comme si souvent on garde, en tout cas, j'ai beaucoup de clients qui gardent des vêtements avec des étiquettes dessus, puis ils les gardent parce qu'ils ont payé cher. Puis ça, souvent, c'est un gros, gros frein. Mais tu l'as déjà dépensé, l'argent de ce vêtement-là. Tu ne le récupéreras pas. Fait que moi, je trouve que c'est de se punir doublement. En tout cas, pour ce qui est de garder des vêtements ou des choses qu'on a achetées cher, c'est de se punir doublement de les garder parce que là, on s'est puni une première fois en dépensant pour quelque chose dont on n'avait pas besoin. On continue de se punir en encombrant notre espace de choses dont on n'a pas besoin. Puis en plus, on se punit parce qu'on vit de la culpabilité. Puis à chaque fois que tu ouvres le garde-robe, tu vois cette robe-là, puis tu dis « Ah, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait cet achat? Je devrais la mettre. Ah non, finalement, elle me fait pas, elle est trop petite. » Puis là, en tout cas, est-ce que tu ressors de ce moment-là complètement bien? Probablement pas. Oui, puis je sens quand tu nommes ça une espèce de charge mentale. Mais oui. Qui est comme vraiment subtil, on dirait, parce que ça fait partie du bruit de fond de notre vie. C'est la toile de fond dont on se rend plus compte. Mais quand on commence à le regarder, tu fais, c'est vrai que je ressens, tu sais, ce micro-moment-là qui est répété, puis comment ça peut avoir une incidence sur notre état psychologique, même physiologique, j'ai l'impression. Là. C'est sûr. Puis c'est pour ça que c'est super libérateur de faire du ménage parce que tu te libères de toutes ces espèces de pressions-là que tu t'infliges, peut-être sans vraiment t'en rendre compte. Ouais. Puis de toutes sortes de peurs aussi qui viennent avec. Là, ton chum, il devait sentir qu'il renonçait à son amour pour l'astronomie en donnant son télescope. Puis aussi, je suis non même pas, je ne pas avoir pris le temps de le faire. Voyons, je suis un gars intelligent, je suis capable de lire un manuel. Puis comment ça, j'arrive pas à prioriser ça, mes passions. Puis t'imagines-tu le discours là, qui peut se passer dans ta tête. Puis quand tu renonces à ça, puis surtout quand tu renonces à des projets, ça peut vraiment faire du bien. Là. Chez nous, on a un petit cimetière de projets là, commencé avec les enfants. Là, puis j'ai tellement le goût de mettre ça dans la poubelle des fois. Puis je suis hésitante. Puis ce petit bac-là que j'arrive pas à gérer avec 3-4 petits projets d'art, puis des choses que je sais que les enfants aimeraient finir, mais finalement, c'est jamais eux qui vont demander de le faire. En tout cas, moi, ça me pèse. C'est un petit bac. Fait qu'imagines-tu quand c'est ta maison qui est comme encombrée de restants, de désirs que tu traînes comme un gros boulet, ça devient lourd. Oui. Ben, je fais juste penser à tout ça, puis c'est comme si je sentais dans mon corps là, l'espèce de pression puis de lourdeur, puis de faire comme, est-ce que les objets peuvent avoir une aussi grande incidence sur notre santé mentale, selon toi? Ben, je suis sûre que oui. Là. Après, moi, je suis pas ni psychologue ni psychiatre, mais ce que j'observe, c'est que oui, à plein de niveaux, on utilise les objets tellement souvent comme des béquilles aussi pour se donner confiance, puis on garde aussi parce que, justement, comme je te disais, on a toutes sortes de petites peurs, tu sais, la peur de décevoir des gens qui nous ont offert des cadeaux, la peur de regretter, la peur de manquer éventuellement de quelque chose, la peur d'oublier ce qui est dans nos livres d'université, la peur de ne pas pouvoir se présenter au monde si on a une bibliothèque vide, la peur d'être jugé si on n'a rien à montrer comme des symboles de notre succès, de notre intelligence, de notre culture, tu sais. Fait que... c'est ça, c'est comme si les objets... tu le nommes super bien. Les objets sont comme une espèce de béquille parce qu'on n'a pas confiance. Mettons les souvenirs. Là. C'est comme, ces souvenirs-là m'habitent. Puis ce qui est pertinent, puis ce qui m'a réellement marqué est dans mon corps à tout jamais. Comme, c'est ça. C'est là. Puis c'est pas d'avoir gardé, mettons, mon chapeau là, de finissante. Je veux dire, qu'est-ce qu'il fait dans un bac? Je veux dire, je le sais que j'ai fini l'école. Dans le sens comme, j'ai étudié. Ça enlève pas tout ce que j'ai acquis comme savoir. Mes notes de cours. Quand est-ce que je vais aller réouvrir ce que j'ai appris le 14 mars 2002 dans mon cours? Tu sais, je vais pas aller lire ça. Puis mais c'est vrai qu'il y a comme une espèce de forme d'attachement à ce que ça veut dire, puis qu'on n'a pas confiance en
sais, mettons, juste moi comme être, dans ma liberté, juste de me promener dans la vie, c'est assez, tu sais, puis toutes ces choses-là qui doivent me rester restent de toute manière. Comme, on dirait que c'est associé à de la peur ou en tout cas une espèce d'idée de contrôle de quelque chose. Là. Ben oui, je pense la peur de ne pas suffire. Ouais. Puis quand tu renonces, quand tu vas donner tes notes d'université, là, finalement, quand tu vas réaliser que c'est vrai que tu n'y retourneras jamais, ben en même temps, tu vas accepter que ce que tu avais à apprendre à l'université, tu l'as intégré, ce qui est important que tu captes, tu l'as capté. Et là, maintenant, tu te suffis. Avec les apprentissages que tu as faits, tu te suffis. Puis même chose pour les souvenirs, ce que tu as retenu, c'est suffisant. Puis après, pour les souvenirs, c'est vrai que parfois, les objets peuvent venir redéclencher des souvenirs. Ouais. Puis que c'est cool de pouvoir, avec ce petit déclencheur-là, retourner comme revivre dans tes souvenirs, puis que c'est des souvenirs auxquels tu n'aurais pas accès nécessairement si tu n'avais pas comme le déclencheur. Mais après, les photos font très bien le travail. Tu n'as pas besoin de garder un volume d'affaires super gros pour te rappeler ton enfance, là. C'est ça n'a pas besoin d'être dans le volume. Ça peut être comme quelques petits objets choisis. Tu sais, moi, je me suis mise il y a quelques années, parce que à force de déménager, là, 6 bacs de souvenirs, je me suis dit, bon, c'est beaucoup. Mettons, est-ce que ça pourrait être réduit à 1 bac? Puis c'était émotif aussi comme processus d'aller traverser mes souvenirs, puis de réaliser que je traînais des souvenirs aussi qui étaient associés à des moments plus négatif de ma vie, que j'avais pas nécessairement besoin de continuer à traîner. Tu sais, parfois, les souvenirs, c'est comme, est-ce que vraiment, comme, je ressens que c'est quelque chose que j'ai envie de revivre à chaque fois que j'ouvre mon bac à souvenirs, ce moment-là, tu sais. Il y a comme une forme d'attachement au passé. C'est comme, je sais pas, je me suis rendu compte que de réduire à 1 bac de souvenirs, là, j'étais comme, oh, wow! Ça tu sais que ma vraiment vie du bien. Tienne dans un bac, mettons. Tu sais, que ce soit limité à ça, puis que le reste, j'ai confiance que ça soit en moi, tu sais. Oui. Oui, bien, ça a dû vraiment te faire du bien. Et surtout que c'est des bacs qu'on ne va jamais rouvrir. Ouais. Puis là, quand on les ouvre, c'est ça nous amène à plein de places. Là, des fois des sentiments positifs, des fois des sentiments négatifs, mais on les ouvre jamais à part pour faire le tri ou parce que, tu sais, on... Ouais. Fait que là, c'est dans le haut d'un garde-robe, ça prend full de place. Ça nous apporte rien. On sait qu'il va falloir gérer ça éventuellement. On sait que nos enfants vont être obligés de gérer ça éventuellement. Il y a ça aussi, quand on ne gère pas nos objets, on dirait qu'on fait un transfert de charge mentale. Je me rends compte quand je fais le ménage aussi, tu sais, juste les choses que mettons, je repense juste à ma mère, les trucs qu'elle avait gardés pour moi, pour, je sais pas, être un bon parent là, qui garde les dessins puis les affaires de mon premier sac de maternelle puis de sac à dos puis d'affaires de même. Tu sais, quand elle est déménagée, quand elle s'est séparée de mon père puis qu'elle est déménagée, elle m'a comme apporter tout ça chez nous. Là. Puis là, j'avais comme... C'est de là sont nés les 6 bacs. Là, c'est d'être juste comme... Tous ces souvenirs... Tu sais, je me suis fait transférer, puis j'ai l'impression que des fois, je fais ça très involontairement quand je fais le ménage. Tu sais, on dirait que ça m'aide et ça me déculpabilise de me dire « Ah ben tiens, le paddleboard, là, que j'aille ça finalement, faire du paddleboard. Ah ben mes amis, peut-être, aimeraient ça, recevoir un beau petit paddleboard gratuit. » Tu sais, on dirait que c'est comme une façon de se déculpabiliser, mais que la charge passe à quelqu'un d'autre. Puis je me rends compte de ça dans mon processus en ce moment de ménage, c'est que j'essaie juste de me déculpabiliser en passant ailleurs. Mais il n'y a pas de culpabilité à avoir, point. Parce que c'est pas grave que tu aies acheté un paddleboard si tu ne l'utilises pas. Puis c'est pas grave que tu récupères pas ton argent parce que là, tu le donnes finalement. Puis c'est pas grave que tu le donnes, tu sais, finalement, à quelqu'un que tu connais pas non plus. Puis que... on se culpabilise beaucoup comme si on n'avait jamais le droit de faire des mauvais choix, des mauvais achats, tu sais... Ouais, je sais pas pourquoi on se complique la vie comme ça, dans le fond. Mais est-ce que tu dirais que de faire ce processus-là de désencombrement, ça nous amène quand même à revoir comment on consomme les objets? Ou en tout cas, moi, je me rends compte que quand je fais le ménage de mes vêtements ou quand je fais le ménage de tout court, là, puis que je réalise toutes les choses que j'ai achetées ou que je possède, la surabondance d'objets, je me rends compte. Tu sais, on dirait que là, je mesure, j'ai un regard lucide sur mon comportement de consommatrice, puis sur l'impact que ça a aussi de pas... Tu sais, c'est ça, cette culpabilité-là, des fois, elle est aussi associée à genre, tabarouette, comme j'en ai acheté des choses, j'en ai comblé des vides, là, avec ces objets.
Mais là, c'est complètement différent de la culpabilité. Si tu poses un regard constructif sur tes comportements d'acheteur, puis dans le but de modifier ton comportement dans le futur, puis de ne plus te remettre dans cette situation-là, ou juste de réaliser, « Ah, crème, j'ai tellement acheté de linge que je n'ai pas utilisé, j'ai tellement participé à la fast fashion, j'ai tellement consommé d'une manière qui n'était pas nécessairement responsable. » Puis au lieu de se flageller, puis parce que dès qu'on se flagelle, dès qu'on se culpabilise, c'est toujours une petite voix qui essaie de justifier, une petite voix intérieure comme un mécanisme de défense qui essaie de justifier ce comportement-là parce que c'est tellement inconfortable de se culpabiliser de même. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que quand on ne cherche pas à se culpabiliser, mais simplement à avoir un regard qui est sans jugement sur notre comportement, ça peut nous permettre de modifier notre comportement dans le futur. Puis là, ça, c'est positif, c'est constructif. D'être capable d'avoir un regard lucide. Oui, on se pose des questions, on se regarde, on regarde en pleine face nos comportements. Il n'y a pas d'évitement, mais en même temps, il n'y a pas de jugement. Puis il y a juste comme une volonté de faire les choses différemment s'il faut dans le futur. Mm-hmm. Je t'avais entendu dire, ou peut-être que c'est quelque chose que tu as écrit, mais que ça apaise un peu notre rage de posséder. Tu sais, quand on passe à travers le processus d'épuration, on dirait qu'après ça, on a moins, je sais pas, en tout cas, je vais parler pour moi, mais de voir comment il y a tellement d'objets dans ma vie, les sortir, on dirait qu'après ça, j'y pense à 2 fois là, avant de faire rentrer un nouvel objet dans ma maison. Bien, c'est sûr, ça apaise le désir d'abondance d'une part parce que tu voudras pas réencombrer l'espace que tu as travaillé tellement fort pour désencombrer. Puis, d'autre part, ben, tu vas avoir justement eu un regard un peu... t'auras pris un pas de recul par rapport à tes comportements, puis tu auras été capable de les évaluer un peu plus objectivement. Donc oui, ça... Mm-hmm. J'ai entendu quelque part en faisant des lectures, parce que moi, je fais des lectures audio, ça sonnait bizarre ma phrase. J'ai entendu dans mes lectures, mais que le ménage américain moyen, dans les maisons, en moyenne, il y avait comme quelque chose autour de 300 000 objets. Ouais, moi aussi, j'ai entendu ça dans mes... T'as entendu ça dans tes lectures, toi aussi? 300 000 objets. Pensons-y, là, 300 000 affaires à gérer. Puis c'est pas que c'est inutile, là, mais tu sais, de se dire comme chaque ménage possède en moyenne 300 000 objets. Puis là, je pense à l'accumulation de tout ça. Je vois la prolifération des entrepôts. Tu sais, il y en a qui se construisent à côté de chez nous, là, tu sais, de faire comme, justement, je veux pas être confrontée à devoir faire des choix, puis je veux continuer à consommer et à accumuler des objets. Là, ma maison est pleine. Solution, je vais me louer un espace extérieur à ma maison. Puis il y a des émissions aux États-Unis là-dessus, des gens qui achètent des storage puis tout ça. Puis je suis comme, OK, c'est comme, ça va être quoi la fin de ça, tu sais, de se rendre compte comme, il y a quelque chose de plus large aussi comme question, tu sais, c'est pas juste personnel dans le sens comme de se rendre compte qu'on est tellement amené aussi à consommer puis on s'en rend même plus compte puis qu'il y a un phénomène culturel autour de la consommation aussi puis de l'accumulation là puis c'est pas nécessairement les personnes les plus tu sais des fois c'est comment ben c'est un privilège mais pas nécessairement il y a quelque chose aussi lié à non, c'est une fausse bonne idée là c'est ça comme moi je peux m'acheter des affaires je peux me le permettre mais non c'est comme c'est un problème aussi collectif. Là. Je vais le dire, là, moi, j'habite dans les cantons de l'Est, puis je prends la route justement pour venir ici, puis il y avait un endroit, là, un beau genre de pâturage semi-boisé, puis là, c'est devenu là, une rangée d'entrepôts, puis c'est ça qu'on est en train de faire aussi, là, d'aller venir mettre des objets dans des espaces supplémentaires. On dirait que moi, juste de penser à ça, ça me fait un peu capoter. Bien, c'est de reporter l'inconfort de choisir. C'est ça qui fait ça. Ouais. Reporter l'inconfort d'avoir à faire des deuils. Mm-hmm. Puis imagine-tu tout le temps qu'on passe finalement collectivement à magasiner des affaires, à magasiner sur notre selle le soir, à aller acheter des trucs, à les retourner, à leur trouver une place, à les utiliser, à se sentir mal parce que peut-être ils nous conviennent pas, à pas se sentir capable de s'en départir, à chercher une place où les mettre finalement pour peut-être plus tard les utiliser. Tu sais, c'est beaucoup de temps, c'est l'espace que ça peut occuper dans notre tête de juste penser à ça. Puis après ça, c'est quelque chose qu'on lègue aux autres. Puis là, à nos enfants qui vont devoir faire le tri quand on sera plus capable de s'en occuper. Puis qui finalement vont faire venir un container. Puis il n'y a pas de décision qui va être prise. Tu sais, tout va prendre le bord d'un container, justement. Mm-hmm. Tu sais, c'est fou. Quand on pense à la trajectoire des objets puis à tout ce que ça nous fait sentir. C'est ça. Tu sais, la circulation des objets. Ouais. Là.
C'est juste comme, garde, on va essayer de les envoyer quelque part parce qu'on veut pas non plus. Tu sais, on a besoin d'un certain nombre de choses là, quand même. Là. Oui. Mais il faut les choisir. Puis les décisions difficiles, il faut les prendre. Sinon, on les reporte. Puis là, ça fait juste comme continuer de grossir. C'est ça. On ne se sentira jamais vraiment déchargé. Oui. Puis il y a cette illusion-là aussi, je me rends compte avec la multiplication des plateformes de revente en ligne, là, Marketplace pour ne pas le nommer, puis des friperies en ligne, tout ça qui est super. Là, je suis all-in pour l'économie circulaire, puis d'acheter des objets qui sont déjà produits plutôt que d'en acheter tout le temps des nouveaux. Mais je me rends compte aussi que moi, ça m'aide à justifier un peu mon comportement de surconsommation parfois, parce que je me dis, de toute façon, je le revendrai, puis ça va circuler, puis de me rendre compte aussi que c'est pas nécessairement la solution. Il y a quelque chose aussi au préalable dans les choix de consommation plus responsables, puis de pas juste dire, d'abord, de toute façon, je vais envoyer ça. Je pense juste aux vêtements qui sont... la fast fashion qui se ramasse dans les circuits de revente, puis qui sont... Ça repousse le problème parce que c'est des vêtements qui sont pas nécessairement de bonne qualité, puis de juste faire... On fait juste envoyer encore plus d'objets en circulation dans cet immense circuit d'objets. Oui, puis ça fait partie de la solution, mais ça règle pas le problème que finalement, des vêtements, t'en as peut-être pas besoin de 200. Oui. Puis d'avoir besoin d'autant... Pourquoi on a besoin d'autant? Est-ce que c'est pour se montrer, je sais pas, comme montrer qu'on est propre, quand on change de vêtements? Ouais. En tout cas, oui, d'acheter usagé quand on a besoin d'acheter, oui, c'est une super, super bonne idée. Mais après, de s'encombrer de vêtements usagés, en tout cas, tu vas être encombré quand même. Ça ne règle pas le problème du désencombrement. J'ai une petite théorie, OK? Puis elle est vérifiée par personne. Là. C'est ma vision du monde. Fait que j'étais curieuse de t'entendre là-dessus parce que j'ai comme l'impression que dans la vie, il y a genre un spectre, là, ou en tout cas, je veux une polarité de gens qui aiment garder les choses, qui accumulent beaucoup, qui ont de la difficulté à se départir. Puis de l'autre bord du spectre, dont je fais peut-être un petit peu plus partie, des gens qui sont comme, veulent avoir le moins de choses possible, veulent se départir, puis sortent, quitte à racheter, là, ce qui est mon cas parfois. Je passe par des grandes purges, puis après ça, je suis comme, c'était bête, parce que j'en avais besoin de cet objet-là. Et là, je le rachète, finalement, ce qui devient la grande hantise de mon chum, qui est de l'autre côté du spectre, lui, qui garde beaucoup les choses de peur que ce moment-là arrive. Et si ça arrive, là, puis il va me le redire, là, il est comme, tu sais, mes bottes que tu avais donné, que finalement, j'aurais peut-être aimé ça, les avoir. Puis, tu sais, ça vient comme justifier cette peur-là. Oui. Mais je me rends compte que d'un côté comme de l'autre, c'est un peu justifié par une... Tu sais, ce qui est sous-jacent à ça, c'est quand même une espèce de peur, ou en tout cas, c'est lié à une vision du monde qui est différente. Tu sais, je pense que ça nous en dit beaucoup sur notre rapport au monde. Tu sais, d'un côté, moi, je suis un peu dans genre l'abondance infinie des choses. J'ai pas besoin de garder mes affaires parce que si j'en ai besoin, je vais m'en acheter un ou je vais l'emprunter à quelqu'un. La vie me soutient. Tu sais, je me sens comme un peu comme ça. Puis mais je me rends compte que des fois, j'ai besoin de personnes qui sont de l'autre côté du spectre, comme mon chum, qui sont un petit peu plus prévoyants. En tout cas, tu sais, il y a comme... Puis je pense qu'on se situe peut-être quelque part entre les deux humainement, mais je me rends compte qu'il y a quand même cette vision-là. Puis je m'en suis rendu compte de comment ça se manifestait concrètement dans la vie avec la façon dont on voyage. Tu sais, il y a deux genre types de personnes qui voyagent. Il y a ceux qui sont comme... Puis moi, je vais partir encore une fois, on voit mon archétype, là. Je suis genre carry-on. Puis moi, je suis la tyrannie du carry-on. Là. Je suis genre, on a beau partir 3 semaines. Tout le monde, c'est carry-on, tu sais. Puis je passe à travers la valise de toute ma famille. Puis là, je suis comme ça, t'en as pas besoin. Puis je veux vraiment qu'on parte avec le minimum. Et ça, moi, ça m'amène un sentiment de liberté qui est immense. Puis, tu sais, je me rends compte que je suis plus de ce côté-là du spectre. Mais après ça, de l'autre côté, c'est tout aussi valide d'avoir quelqu'un qui a envie d'être prêt à toutes les éventualités, puis d'être là, tu sais, avec son stock, d'être genre, la température change, j'ai quelque chose. Tu sais, je sais pas, notre vol est retardé, voici, j'ai apporté des cahiers avec des crayons pour qu'on ait quelque chose à faire. Tu sais, d'un côté comme de l'autre, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une bonne façon de faire les choses, j'ai l'impression, mais qu'il y a ce genre de spectre-là humain
qui existe, puis qui est correct, puis c'est de peut-être se poser la question, genre, je suis où dans le spectre, puis qu'est-ce qui me motive? Ben c'est sûr que c'est important de te respecter. Moi aussi, je suis vraiment, mon allégeance, c'est pour la petite valise puis le carry-on. Je me disais tout bien. Le temps, puis j'ai trouvé ça vraiment trippant à un moment donné de partir en Italie 3 semaines avec mon chum. Puis littéralement, toutes mes affaires étaient dans un sac à dos. Là. J'avais même pas une valise, c'était un sac à dos. Et j'avais l'impression là, que je pouvais aller n'importe où. Puis justement, je pense que cette fois-là, notre vol avait été retardé ou en tout cas, il avait fallu changer à la dernière minute. Puis tout d'un coup, pour nous, c'était possible parce qu'on n'avait rien en soute. Puis moi, c'est quand même une posture que j'aime en voyage, mais comme dans la vie aussi. Ouais. Je trouve que cette liberté-là, ça nous donne une possibilité de changer rapidement, de prendre une décision de dernière minute, de suivre ses instincts. Ça nous donne une plus grande mobilité. Ouais. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement, mais comme une possibilité de saisir ce qui se présente à nous plus facilement parce qu'on trimballe pas une immense valise ou une immense maison pleine de choses ou une immense charge mentale de plein de projets qui nous alourdissent. Ça nous rend disponibles. Mm-hmm. Ça nous rend disponibles pour les possibilités, puis ça nous rend... c'est ça, un peu comme sur le bout de ta chaise, genre, OK, qu'est-ce qui m'attend dans la vie? Qu'est-ce que je peux... c'est quoi ma prochaine étape? Le fait de... C'est ça, on est plus léger. Je sais pas si j'arrive à bien l'exprimer. Mm-hmm. Ben, oui, il y a une légèreté, puis je pense que de passer par l'analogie du sac à dos ou du bagage qu'on traîne, moi, je la trouve vraiment bonne, cette analogie-là. Je l'utilise souvent. Oui, ben c'est ça, de se dire comme à quel point je suis libre de justement prendre des décisions qui sont plus spontanées, à quel point j'ai de l'espace. Exact. Oui, parce que c'est ça, tu sais, on le sait, là, quand tu arrives à l'aéroport puis que tu as besoin d'un chariot parce qu'il y a 6 valises empilées une par-dessus les autres, comme il y a moins cette liberté-là, il y a moins cette capacité-là. On dirait, je sais pas, je vois la légèreté, la capacité de se mouvoir puis d'aller vers des nouvelles expériences qui est un petit peu entravée par l'abondance d'objets. Exact. Oui, l'abondance d'objets ou l'abondance de projets, ou une forme d'encombrement, qu'elle soit physique ou mentale, mais définitivement, moi, je pense que ça nous rend disponibles. Ça fait de nous quelqu'un qui peut saisir les opportunités qui se présentent plus facilement. Tu dirais quoi aux gens qui associent la possession d'objets à un sentiment de sécurité? Parce que je pense que c'est quand même présent, le lien entre ces objets-là. Ben ça m'apporte une sécurité. Je suis sûre, que je vais avoir ce qu'il faut. Je veux accumuler parce que j'ai peur de manquer. Il y a quand même beaucoup la peur du manque. Ben c'est sûr qu'il y a des peurs de manquer qui sont alimentées par des traumatismes de l'enfance ou par des gens qui ont connu la guerre ou l'extrême pauvreté. C'est difficile pour moi de défaire ça parce que je suis pas non plus psychologue, mais dans le fond, il y a des peurs qui sont peut-être... il y a plus de chances que les choses qu'on craint se réalisent, puis il y a des peurs où il n'y a vraiment aucune chance que les choses qu'on craint se réalisent. Je pense que c'est de rester réaliste par rapport à cette peur de manquer-là. Je ne veux pas dire à tout le monde d'aborder la vie avec confiance, genre, je suis qui? Mais en même temps, si on n'a pas ce minimum de confiance-là, on va s'encombrer tellement de choses qu'on va traîner toujours... Mais les objets, j'ai l'impression que c'est un peu... Oui, il y a une forme de sécurité. On a besoin, comme tu disais, d'un certain nombre d'objets là, pour fonctionner dans la vie. Il y a des choses qui sont réellement utiles. Puis je veux juste le nommer dans cette conversation-ci. Il y a quand même un petit peu la notion de privilège. Là, c'est qu'on part de la prémisse qu'on a suffisant, on a ce dont on a besoin là, pour fonctionner. On a un toit, on a les objets dont on a besoin. Là, mais il y a cette notion-là, des fois, j'ai l'impression c'est sécurisant, puis c'est ça, de peut-être juste avoir un regard sur qu'est-ce que je pense que cet objet-là va m'apporter. Qu'est-ce que ça vient combler comme désir, besoin de sécurité dans ma vie. Puis je me rends compte que moi, il y en a plein aussi des objets comme ça, tu sais, puis qui me sécurisent, je sais pas, je me dis, OK, ben si jamais il y a quelque chose d'un petit peu chaotique, catastrophique qui se passe dans la vie, ben au moins on a ça, là, tu sais, on est comme un peu suffisant. Il y a quelque chose associé au, ben c'est ça, tu disais, je veux pas être
hautement optimiste, puis je dirais à tout le monde, faites confiance à la vie, mais il y a comme, c'est ça, l'espèce de saine danse d'avoir confiance et d'être prévoyant, là. C'est comme, oui, il est où ça. ce sweet spot-là? Puis on peut les regarder, je pense que c'est l'occasion des encombrés de les regarder, ces peurs, là, comme on les regarde toutes, là. Puis là, qu'est-ce qui est disproportionné par rapport à la réalité? Puis qu'est-ce qui est justement, comme tu dis, de l'ordre de la prévoyance? Mais tu sais, s'il arrive une catastrophe, je veux dire, t'as ton corps, t'as ta tête, t'as ta personne, t'as ta santé, t'as tes enfants par la main, c'est tout ce que t'as besoin. Je sais pas. Après ça, là, c'est sûr là, qu'on pourrait me sortir une liste de catastrophes dans lesquelles, c'est vrai, je pourrais avoir besoin de 18 cannes de sauce tomate, puis tu sais, genre. Mais bon, on peut pas prévoir l'avenir, on le prévoira jamais. Puis c'est vrai qu'à avoir peur de regretter toujours ou avoir peur de manquer toujours, on n'avancera jamais, puis on va continuer de s'alourdir. Ça, c'est certain. Puis c'est vrai, tu sais, que tu disais, moi, je suis dans une posture privilégiée. Si jamais je donne quelque chose dont j'ai besoin plus tard, ben, je pourrais aller l'acheter. Ben, les chansons, tu pourrais probablement aussi aller l'acheter usagé. Moi, c'est l'espèce de deal que j'ai fait avec moi-même. Je me dis, franchement, j'ai le droit de me donner un séchoir, de donner ce séchoir-là que j'utilise pas. Puis si jamais je réalise que j'ai besoin d'un séchoir, ben je l'achèterai sur Marketplace, mon séchoir. Là, j'irai comme pratiquement rechercher l'équivalent ou le même, tu sais, sans nécessairement participer à reconsommer. Puis une autre chose, c'est que moins tu as d'affaires, plus tu vois ce que tu as, moins tu as de chances d'acheter en double. Tu sais, quand tu sais exactement ce que tu as parce que tout est à l'ordre, ben tu feras pas d'achat. En tout cas, ah oui, c'est vrai, on avait un paquet de vis de même, puis finalement, je suis allée en acheter un autre pareil parce que je le trouvais pas, tu sais. Fait que finalement, le fait de désencombrer, ça peut participer aussi à faire moins d'achats comme ça, moins d'erreurs en achetant des choses finalement qu'on avait déjà. C'est quoi les objets qui sont le plus souvent, justement, en mode de ce que tu qualifierais de surabondance dans les maisons? Tu sais, qu'est-ce qui est souvent, là, tu fais, ouais, là, ça, la gang, là, on pourrait s'avouer qu'on n'a pas besoin d'autant de cette forme d'objet, disons? Les objets sur lesquels c'est vraiment difficile de prendre des décisions, genre des bacs de chargeurs ou de fils. Ouais. Tu sais, que tu sais pas trop ça va avec quel appareil, puis là, on n'ose pas prendre la décision. Puis là, peut-être que mon chum, il le sait, mais là, il est pas là, je peux pas lui demander. Puis, fait que là, cimetière de fils, de chargeurs, des petits bouts, tu sais, comme des bouts, je sais pas, d'un appareil photo, des pizza, des adaptateurs de quelque chose. Oui, exact. Ouais. C'est comme difficile de prendre une décision. Tu dis, j'ai-tu encore cette chose-là? Mais ça pourrait peut-être marcher avec d'autres choses. En tout cas, c'est toujours un peu obscur, ça. Des Tupperware, vraiment beaucoup aussi. Tout le monde a des tonnes de Tupperware, des assortis avec des couvercles qui ne fitent pas, des plats un peu orphelins de couvercles. C'est quand même des places un peu faciles où commencer. C'est pas très émotif. Et non, il ne faut pas commencer. Il ne faut jamais commencer par ce qui est le plus émotif. Je pense que ce qui est intelligent, c'est de commencer par ce qui est juste à soi, d'abord, puis ce qui est facile, ce qu'on a hâte d'aborder. Là. J'imagine que quand tu commences le ménage, il y a quelque chose que tu as hâte d'aller voir puis d'aller désencombrer. Ben, c'est par cette zone-là de la maison qu'il faut commencer, pas par ce qui pèse. Puis en le faisant, ben là, tu vas comme bâtir un momentum, tu vas bâtir ta capacité aussi à prendre des décisions, tu vas réaliser les bienfaits que ça t'apporte, tu vas comme trouver ton flow, justement. Puis là, après ça, tu vas être capable de passer vers des zones où les décisions sont plus difficiles à prendre, plus émotives. Fait que jamais on commence par les souvenirs, rarement on commence par les livres aussi, parce que justement, c'est tellement chargé pour bien des gens. Jamais on commence par les zones super tout ce qui est de la maison, genre, ben, je dis jamais, mais j'aime mieux ne pas commencer par exemple, des sous-sols ou des garages, où là, on a comme toutes sortes d'affaires. C'est plus facile et c'est comme plus satisfaisant en commençant, niveau débutant, de commencer par des catégories qui sont très faciles à circonscrire, que tu es capable d'aborder en une seule journée, dont tu vas voir les bénéfices tout de suite. C'est pour ça que, comme Marie Kondo, moi, je suggère souvent de commencer par les vêtements, parce que c'est juste nos vêtements, on n'a pas de décision commune à prendre. Ouais. Puis là, après ça, à chaque fois que tu ouvres ton garde-robe, à tous les jours, tu vas vivre les bénéfices d'un garde-robe désencombré. Ça va vraiment faire du bien. Puis c'est cette motivation-là, en fait, cette satisfaction-là, tu vas aller puiser ta motivation pour continuer là-dedans. Puis là, ça va
ça va te donner confiance aussi que tu es capable d'aborder des zones un petit peu plus difficiles, genre la cuisine, un petit peu plus difficile parce qu'un petit peu plus long, les livres, après ça, les papiers, à peu près dans le même ordre que Marie Kondo, en fait. Mm-hmm. De commencer par des choses qui ne concernent que nous Oui. et commencer par des choses où il n'y a pas une grande implication émotive, Oui, puis qu'on va c'est ça. ressentir commencer à faire aller la loupe de dopamine, là, de satisfaction, Ouais, comme exact. quand même assez rapidement pour nous donner la motivation. Puis de ça continuer. change pour tout le monde. Tu sais, moi, Ouais. je suggère les vêtements parce que souvent, c'est une catégorie d'objets par laquelle c'est assez facile de commencer. Mais si toi, là, tu sais, genre, ta passion dans la vie, c'est les souliers, là, puis que t'en as 80 paires, là, puis que tu vois pas le jour, tu vas pouvoir t'en départir, ben commence pas par ça. Tu sais, allons vers autre chose. Ça peut être des petites décorations, ça peut être... c'est ça. J'aime bien travailler par catégorie d'objets plus que par pièce, mais des fois, ça revient comme au même. Mais c'est sûr que l'idée, c'est de ne pas non plus se mettre à butiner dans la maison, à gauche, à droite. Mm-hmm. Quoique des fois, ça peut faire du bien aussi. C'est pour ça qu'il y a tellement de façons de le faire, il y a tellement de méthodes. Ça dépend de ce qui nous drive. Je pense qu'il faut aller chercher dans ce qui nous énergise. Tu sais, des fois, avec des clients, notre première étape, c'était pratiquement juste ramasser à travers la maison ce qui était comme évident qui devait partir, là, ça venait chercher aucun dilemme. Là. C'était comme la décision était déjà prise, il fallait juste faire l'effort d'aller chercher l'objet puis de le donner. Puis là, on avait comme enlevé une première couche de choses qui étaient comme pratiquement déjà parties dans leur tête. Ça peut être une façon de travailler. Fait que juste y aller avec du facile, évident, Facile, là, tu sais, là, genre le niveau là, de base pour commencer. Puis là, attends une minute. Puis en plus, faire du ménage, je le dis tout le temps, c'est quelque chose qui est itératif. On ne peut pas purger 100% de ce qui devrait partir d'un seul coup. C'est comme essayer de d'éplucher un oignon. Tu ne seras jamais capable, si tu n'y vas pas une pleure après l'autre, de l'ouvrir en deux, mettons. Fait qu'il faut accepter qu'on va y revenir souvent. Puis souvent, par désir d'efficacité, les gens sont comme « Ah non, je l'ai déjà fait, on n'y retourne pas. » Je suis comme « C'est super que tu l'aies déjà fait. » Ça va faire en sorte que maintenant, on va avoir accès à la deuxième couche. Mais il faut accepter qu'on va devoir retourner quand même plusieurs fois au terme de ce processus-là avant qu'on puisse se dire hey, « là, je pense que j'ai atteint mon niveau zéro. » Bien, jamais vraiment de niveau absolument zéro. Là, on tend vers ça, mais tu sais, là, je suis vraiment satisfaite, puis j'ai l'impression que je vais être satisfaite pour longtemps. Puis après ça, quand même, on peut rester avec une espèce d'état de vigilance, mais si je vois, par exemple, quelque chose tout d'un coup qui ne correspond plus à la vie que je veux, j'hésiterai pas à l'enlever. Le chemin tapé, tu sais, comme pour faire cet exercice-là. Fait que toi, tu recommandes de faire ce processus-là plusieurs fois pour arriver à des couches plus profondes? Non, c'est dans le cadre d'un même élan. Okay. Je te dirais d'un même souffle. Disons que c'est un vent qui tourne là, dans la maison. Là. Tu peux aller dans la chambre de ta fille, tu peux aller dans une autre chambre, tu peux aller dans la salle de bain. Puis là, attends un petit peu, il y a quelque chose que j'ai gardé, mais finalement, ça n'avait vraiment pas rapport. Maintenant, je me sens prête à le laisser partir. Là, tu retournes dans la chambre de ta fille, tu vas faire une deuxième passe. Puis jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu sais, cette espèce d'élan-là finisse par... C'est comme le vent s'essouffle, genre. Puis là, t'es passé partout, puis là, t'es satisfait de ça. Puis là, tu abordes chambre de ma fille, les espaces, les choses qui ne nous concernent pas que nous. Oui. Comment est-ce qu'on fait ça dans la gestion d'une vie familiale ou d'une vie de couple, de désencombrer, de faire des choix? Tu sais, moi, des fois, là, comme je sais que c'est associé à un moment de mon cycle particulier, là, ma phase lutéale, je suis comme, là, ça sera plus possible. Là. Ça sera plus possible. La gogosse qui est revenue de l'école, qui est je sais même pas c'est quoi, c'est un morceau de plastique complètement inutile. Puis là, je le jette et ma fille a comme, je pense, un sixième sens par rapport à ça. Comme tout d'un coup, elle me le demande. Genre, est-ce que tu sais où est tel objet? Fait qu'en tout cas, mais tu sais, je le fais. Je sais que c'est très difficile, disons, pour les enfants de laisser partir certains objets. Tu sais, il y a peut-être des enfants pour qui c'est facile, mais ce que j'entends beaucoup comme écho autour de moi, c'est que les enfants s'agrippent beaucoup à leurs petits objets. Et puis, c'est difficile parfois de les laisser. Puis là, des fois, notre réaction comme parents, pour répondre à notre besoin comme parents d'avoir une maison ordonnée puis plus minimaliste, c'est de le faire un peu dans le dos de nos enfants. Puis après ça, moi, je me sens vraiment coupable. Puis en même temps, je me dis, il n'y a comme aucune autre façon. Est-ce que tu as des trucs pour les parents, mettons, comme moi? Moi, j'ai 2 enfants. Puis quand on a commencé à faire ça ensemble très jeunes, puis tu sais, tu dis que les enfants sont
sont systématiquement où tu as l'impression qu'ils sont à peu près tous très attachés à leurs petites affaires. Puis moi, j'ai vécu le contraire avec ma fille. Ma fille elle est vraiment plus prête à laisser partir ses choses. Mon fils, vraiment plus sentimental, vraiment plus attaché. Mais j'ai l'impression aussi que ça dépend de la manière dont on leur présente ça. Comment on présente cet exercice-là. Puis moi, je recommande aux parents d'en faire quelque chose d'agréable, d'en faire un moment passé avec eux. Puis surtout un moment où le parent n'a pas d'attente. Tu sais, si l'enfant, il sent qu'il y a comme un niveau de choses qu'il va falloir jeter pour que sa mère ou son père devant lui soit satisfait de la journée, puis de lui, puis de ses efforts, c'est une grosse pression à mettre sur leur dos, puis ça les détourne. Tu sais, moi, j'aurais pas le goût de faire du ménage sous la pression. Je pense pas que ça les détourne des questions aussi qui doivent se poser. Est-ce que tu as besoin de ça maintenant? Est-ce que tu joues encore avec ça? Fait que moi, je l'ai fait souvent avec mes enfants, puis ce qu'on faisait, c'est qu'on j'avais le droit de tout aborder. On a le droit de poser toutes les questions. Ça, est-ce que tu veux encore ça, ta maison, ton dessin? Puis des fois, ils donnaient presque rien, là. Des fois, c'était juste des petites gogosses de plastique de Kinder Surprise qu'on finissait à éliminer. Mais il fallait pas que je me montre déçue parce que dans le fond, on avait fait l'exercice. Puis ce que je dis souvent, c'est que c'est un exercice qui est réussi. C'est le lieu. Fait que c'est une réussite parce que je pense que la vraie réussite, c'est de mettre ça dans la vie de nos enfants, de normaliser ça, de faire en sorte qu'ils ne sentent pas le ménage comme une menace, mais comme quelque chose qui est positif pour eux, une manière de devenir plus grand, de s'actualiser dans un sens, de laisser partir leurs trucs de bébé qui ne leur servent plus, puis d'accueillir des trucs qui correspondent à leur âge. Fait que c'est super positif. Puis après ça, pour les parents qui veulent quand même faire un certain nombre de choix, parce que bon, moi, j'ai commencé à faire ça avec mes enfants quand ils étaient quand même en âge de comprendre ce qu'il en était. Mais quand ils étaient tout petits, je prenais des décisions pour eux. Puis ce que je faisais, c'est que je prenais des affaires dont j'étais pas certaine, des trucs que j'avais peur qu'ils me réclament ou en tout cas que j'étais pas 100% sûre de faire la bonne chose. Je les mettais dans un bac qui était opaque, qui était caché dans le sous-sol. Puis c'était comme mon bac de choses stand-by. Puis je suis quelquefois allée chercher un monsieur patate dans le bac stand-by, puis j'étais vraiment contente de ne pas l'avoir donné à ce moment-là. Fait que le fait d'avoir une espèce de zone intermédiaire, c'est la seule circonstance dans laquelle je recommande d'avoir un bac de choses intermédiaires. C'est par rapport aux enfants. Puis moi, comme parent, ça me permettait de prendre des décisions puis d'avancer, puis de ne pas être complètement paralysée par la peur d'être traumatisée ou de prendre des mauvaises décisions. Moi, je pouvais avancer, mais en même temps, eux, le jour, ils me disaient est-ce qu'on a encore notre monsieur patate? Il est où notre monsieur patate? Puis je disais vous jouiez plus avec. Alors, je l'ai mis de côté en pensant qu'on pourrait éventuellement le donner, mais là, il n'est pas trop loin, je vais aller le chercher. Là, le monsieur patate, 2 fois, est revenu en circulation comme ça à cause de ça. Fait que dans mon cas, ça a bien fonctionné. C'est un truc que je recommande. Puis après ça, quand vers 6, 5, 6, 7 ans, en fonction de la maturité des enfants puis de leur intérêt, ils ont le goût de participer à ça, où ils sont capables de prendre leurs propres décisions, ben là, on les inclut plus. Puis là, maintenant, c'est quelque chose que je fais super régulièrement. Mes enfants vont faire le ménage chez leurs amis, puis ils trouvent ça trippant. Fait que, t'as transmis. Mais c'est parce que c'est positif, parce que moi, ma mère me l'a transmis, cette espèce de... C'est ça, d'activité positive. Puis, mais je pense que la positivité, c'est super important. Oui, puis t'as vraiment raison. Là. Je fais juste me regarder là, quand tu parles. Puis là, je suis comme, ah oui, c'est vrai que quand j'aborde le ménage, c'est avec une attente d'avoir un résultat. À la fin, je veux qu'il y ait moins de choses, puis je veux que tout ce qu'on n'utilise pas sorte. Tu sais, ou je sais pas, tu sais, je formule souvent cette façon-là de faire le ménage comme, je veux un résultat, puis c'est sûr que c'est pas le fun. Moi, si quelqu'un arrive devant moi puis dit comme, je veux qu'en ce moment, dans ton bureau, il y ait 50% moins de choses à la fin, je vais me braquer, tu sais, c'est sûr. Fait que de l'aborder avec un aspect positif, puis de laisser aussi l'espace pour l'enfant, qui est peut-être pas... C'est pas parce que toi, ça te pogne, parce que tu es dans ta phase lutéale, que ton enfant il est dans un espace dans sa vie où il a envie de laisser aller des choses, tu sais, ça m'amène aussi au couple, tu sais, ou même en colocation. On vit pas ces moments-là en même temps. Fait qu'il y a ça aussi de naviguer ces moments-là où nous, c'est vraiment quelque chose qui est criant. Tu sais, moi, des fois, je suis comme, c'est maintenant, là, il y a quelque chose qui doit se passer, il y a quelque chose qui doit bouger dans notre maison parce que là, il y a trop de choses. Puis là, tu sais, mon chum, il est comme, ben là, voyons, il y a 2 minutes, t'étais correct. Puis là, tout d'un coup, notre maison,
maison est insupportable. Comme, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, comment est-ce qu'on navigue ces moments-là aussi où on n'est pas à la même place en même temps? Il faut les saisir, je pense, quand même, parce que c'est une énergie que tu as à ce moment-là de faire ça. Puis je comprends que c'est relié à ton cycle, puis tout est finalement un peu hormonal, mais saisissons-les, les opportunités que nous donne, mon Dieu. Puis là, on a de l'énergie pour le faire. Je vais le faire jusqu'à minuit, là, tu sais, puis saisis-le, parce que c'est quelque chose que tu as besoin de faire. C'est le bon moment pour le faire. Puis après ça, il faut que ça soit une énergie positive, tu sais. C'est délicat. Ouais, c'est ça. Faut être vigilant que ce soit une énergie positive qui nous guide. Pas, mettons, la frustration, mettons, le ressentiment ou la tristesse. Tu sais, parfois, on peut être guidé par d'autres formes d'énergie. Puis c'est souvent ça que je dis, tu sais, parfois à ma mère quand elle veut jeter plein d'affaires. Puis je dis, maman, je pense que c'est pas la bonne énergie qui te guide aujourd'hui. Tu sais, ça a l'air super ésotérique de dire ça, mais les motivations sont pas constructives, sont fondées plus dans la peine ou dans la réaction à quelque chose, dans la colère. Des fois, moi, je me sens irritable. Oui, vraiment dans la colère. J'ai pas de contrôle sur bien des affaires qui se passent dans ma vie, fait que garde-moi bien que je vais en avoir du contrôle sur mon espace. Puis là, c'est peut-être là que tu fais des affaires que tu regrettes parce que tu prends pas le temps de te poser la question constructive de « Attends une minute, c'est quoi la vie que je veux? De quoi j'ai besoin pour ça? » Fait que faut être vigilant, mais quand tu l'as, par exemple, ben ça se peut que ton chum ne l'ait pas en même temps, mais essayer de s'accorder sur le bon moment, des fois, c'est super difficile. Fait que saisis-le, avance de ton côté, fais des gains de ton côté. Puis de toute façon, pour ce qui est de convaincre l'autre à se joindre à l'effort, ben c'est toujours de prêcher par l'exemple qui est le plus payant. Là. Fait que si toi, ton côté du garde-robe est tout bien rangé puis que son côté du garde-robe est super chaotique, moi, je l'ai tellement vu souvent chez des clients, là, des chums justement que ça intéressait pas pantoute. Puis là, finalement, sur le side, ils jetaient comme un petit sac d'affaires à la fin de la journée, puis... ça peut être juste de ne pas avoir d'attente envers l'autre, mais de juste montrer le résultat qui est possible d'obtenir quand on le fait. Ça peut être super motivant. De ne pas imposer la démarche aux gens autour de nous parce que nous, ça nous prend. Non, mais de ne pas avoir peur non plus de poser les questions. De ne pas avoir peur de brusquer. Fait que tu imposes aucune réponse, mais tu donnes le droit de poser les questions. Moi, je pense que c'est comme ça que... Je pense qu'on peut aborder ça de cette façon-là. Je pense que j'ai le droit de demander à mon chum, est-ce que tu utilises encore ça? Puis il ne faut pas qu'il se sente menacé par ça. Mais il peut me dire, ah ouais, je le garde, je ne veux pas qu'on donne ça, puis moi, il faut que je respecte ça. Mais moi, j'ai le droit de le demander, puis lui, il a le droit de refuser de le donner. Mais tu sais, c'est comme ça qu'on trouve, je pense, un équilibre où tout le monde se respecte. Puis des fois, juste de poser la question, même si pour l'instant, la réponse, c'est « Ah non, j'en ai encore besoin, je ne veux pas le donner », bien là, c'est comme si on l'a sorti des boulamites, là, cette question-là, puis cet objet-là. Puis... l'objet il est peut-être comme en danger un peu dans notre tête. Puis la prochaine fois qu'on va se poser la question, on va pouvoir se dire « Ah, c'est vrai, tu me l'as montré il y a un mois, ce truc-là. » Puis à ce moment-là, je voulais le garder, mais maintenant, je réalise que c'est pas nécessaire. Fait que donnons-le. Puis quand tu travailles avec les gens habituellement, est-ce que tu fais ça d'un coup? Tu sais, on rentre dans ce processus-là, puis on y va, puis c'est de fond en comble? Ou est-ce que tu suggères qu'on le prenne par vague de quand on a de l'énergie ou qu'on aborde certaines sections puis qu'on se laisse un petit moment pour respirer entre? Est-ce qu'il y a une meilleure façon selon toi ou c'est selon... Moi, j'ai tendance à privilégier le blitz, de fond en comble. Il y a comme une énergie... ça demande de l'énergie de sortir de l'inertie pour se mettre en mouvement puis le faire. Puis si on laisse cette énergie-là retomber, ça va nous en redemander tout autant de se remettre dedans puis on va perdre un peu notre direction. Puis souvent aussi, quand on fait le ménage, on se dit « Ah oui, ça pourrait aller dans telle pièce. » Puis « Ah ça, pourquoi on range ça là? Ça devrait aller là. » Tu sais, c'est comme un peu le jeu de rush hour. Là, tu sors une petite auto, mais il faut tout que tu tasses plein d'autres petites autos pour sortir la petite auto, en tout cas, que tu veux sortir. Mais finalement, le ménage qu'on fait dans une pièce a une incidence sur le ménage qu'on risque de faire dans une autre pièce ou sur l'organisation dans une autre pièce. Fait que c'est vraiment utile de le faire, je pense, d'une traite. Tu sais, je veux dire, ça prend plusieurs jours de le faire d'une traite, mais le faire en envisageant un élan, un seul élan. Ça nous permet de... en termes d'organisation, en tout cas, d'arriver à des résultats qui sont plus satisfaisants. Puis on dirait qu'il faut qu'on se mette dans un certain état mental. Tu disais au départ, là, c'est
on commence à prendre des décisions, c'est pas facile, on pèse le pour et le contre. Des fois, il y a comme une résistance en nous, mais quand on se met dans ce mode-là, on dirait que ça devient de plus en plus facile là, de prendre la décision, on dirait qu'on se pose les bonnes questions, on le sent, puis il y a comme une efficacité qui finit par embarquer, qui est comme un peu lente, là, on dirait. En tout cas, je parle pour moi, là, tu sais, des fois, c'est comme... À bâtir, là, cette espèce de momentum-là. Fait qu'une fois que le feu est allumé, là, on y va. Vraiment, vraiment. Puis aussi, ça peut avoir l'air moins gros. Si tu dis crime, j'ai travaillé là-dedans pendant 2 semaines et c'est fini. Ouais. Que de dire, j'ai travaillé là-dedans pendant 1 semaine, puis je suis rendue à moitié, puis je sais pas quand je vais faire l'autre moitié. C'est ça. En tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose pour la confiance aussi que tu peux en tirer. De dire, hey, j'ai passé à travers cette espèce de grosse tâche-là, puis c'est derrière moi, mais voici ce que j'ai été capable d'accomplir. Rien n'est à mon épreuve, genre. C'est vraiment satisfaisant d'aller au bout puis d'arriver d'arriver à un point où tu te dis comme, hey, je suis satisfait, c'est terminé. Ouais. Est-ce qu'on peut... aimes-tu le théâtre? Oui, j'aime le théâtre. Parce que tantôt, j'ai parlé des objets qui sont sur la table là, puis c'était pas calculé mon affaire, mais on dirait qu'on n'est pas allé au bout du processus. Puis là, je sens l'appel de ces objets-là. Ah oui. Tantôt, tu disais c'est peut-être un peu ésotérique. Regarde, c'est très ésotérique, là, ce podcast. Donc, mettons là, que là, on fait face à ces objets-là. OK? Là, t'es dans ma maison, parce que là, c'est ça... Je t'avais approché au départ pour que tu viennes dans mon sous-sol m'aider. Fait qu'en tout cas, ça, je veux juste te dire, c'est pas conclu là, dans ma tête. Je voulais juste que ce soit légèrement présentable. Ça va pas te décourager. T'as fait ta première couche, fait que c'est parfait. J'ai fait ma première couche, mais je pense qu'on a encore de la place pour... on n'est pas au point neutre, on n'est pas au point zéro. Mais là, mettons là, qu'on est ensemble, puis on est chez moi, on a cette table là, qui est devant moi avec ces objets-là. Puis là, j'ai des décisions à prendre. Comme quel genre de questions tu me demandes, comme tu me guiderais à me poser? Ou est-ce que moi, je pars mon processus, puis là, toi, tu viens un peu me rajouter des questions? Comment tu ferais ça, mettons? Non, on est vraiment ensemble. Okay. On serait vraiment ensemble, puis on aborde les... Tu sais, comme... À moins que, par exemple, des fois, il y a des gens qui font ça en couple, puis là, il faut comme un peu que je me partage, là, tu sais, entre une personne puis une autre. Non, mais tu sais, c'est comme, par exemple, il y en a un qui va faire du ménage dans les livres de la bibliothèque, puis l'autre va faire du ménage dans une autre partie de la salle de jeu. Tu sais, je me sépare comme ça, mais sinon, je suis avec mes clients, je suis tout le temps là. Puis, fait qu'ensemble, on regarderait tes livres, par exemple. On se demanderait ces livres-là. Est-ce que c'est des livres que tu vas relire avec bonheur? C'est un peu la question que je pose pour les livres souvent. Est-ce que tu as la confiance que tu vas relire ces livres-là avec bonheur? Si la réponse, c'est oui, garde-les. Puis si la réponse, c'est non, ben là, on peut se demander, ben est-ce que tu en as besoin? Est-ce qu'on peut les donner? Puis si tu as des résistances, elles viennent d'où, ces résistances-là? Avoir aimé un livre, c'est pas nécessairement une raison pour garder le dit livre. Non, à moins que tu le gardes pour engager une conversation avec quelqu'un que tu connais pas, qui rentre chez toi puis qui regarde dans ta bibliothèque. Puis on a tout ce réflexe-là quand on arrive chez quelqu'un de regarder ses livres. Puis c'est comme une façon de briser la glace un peu, puis de trouver des points communs avec quelqu'un. Fait que, tu sais, tu disais tantôt que c'était la façon dont tu te présentes au monde, finalement, tes choses. Puis dans le cas des livres, ben c'est un point de départ pour plein de conversations. Puis ça nous permet de, comme un peu, avoir l'impression qu'on connaît quelqu'un juste parce qu'on a vu sa bibliothèque, puis on sait si cette personne-là, on va bien s'entendre avec ou non. En tout cas, ça peut être intéressant de dire, non, ce livre-là, je le garde juste parce que je veux montrer aux gens que je l'ai lu. Ou simplement parce que tu as toujours fait ça comme ça. Tu as toujours gardé les livres que tu aimais. Puis tu t'es jamais demandé si le désir de le lire, c'était un critère pour le garder ou pas. Ouais, parce que des livres, là, physiquement, c'est lourd à déménager, à transporter. Ça occupe quand même un espace. Ça occupe beaucoup d'espace, surtout des livres que tu as déjà lus et que tu n'as pas l'intention de relire. Ouais. Je préfère avoir des livres que j'ai le goût de lire dans ma bibliothèque et que j'ai jamais lus, mettons, puis que je ne sais pas encore s'ils sont bons, mais qui m'intéressent puis que j'ai acheté avec le projet de les lire. Puis c'est ça, une chose que je répète souvent, c'est que dans le fond, dans la maison, ce qu'on veut réellement, c'est pas nécessairement avoir le livre-objet, mais des gens qui lisent, le désir de la lecture. On veut une maison dans laquelle on lit. C'est ça qu'on veut montrer à nos enfants. Souvent, les gens me disent « Je garde une bibliothèque pleine parce que je veux que mes enfants voient ce que c'est d'avoir une bibliothèque pleine. » Puis je veux leur montrer je sais pas, l'importance de la culture, la beauté de la littérature, tout ça. Mais d'accord, mais tu sais, on peut vivre ça en allant à la bibliothèque puis en rapportant un livre, en lisant à ses enfants, en lisant devant ses enfants. La lecture n'est pas nécessairement synonyme de posséder beaucoup de livres. Pas en tout. Ouais.
Ben non. Oui, parce qu'il peut y avoir beaucoup de livres qui ne sont jamais ouverts. Puis souvent, les livres, on les garde un peu par insécurité, par peur d'oublier ce qui est dedans. Ouais. Notamment tous les livres qui sont un peu plus documentaires, tes notes de cours. Ouais. Ce que je dis souvent, c'est que le livre, tu l'as lu, puis ce qu'il y avait à t'apporter, tu l'as capté. Mm-hmm. Fait que de le laisser partir, à la lueur de ce que tu viens de me dire, là, je The pense Moon de Moon Book que je n'ai jamais lu, mais que j'ai acheté quand j'ai commencé à prendre conscience que la Lune avait peut-être une incidence sur comment je me sens et la vie en général. Je pense que je le donnerais. Puis Big Magic d'Elizabeth Gilbert, je trouve que les couleurs sont belles. Tu vois, même comme j'ai aimé cette lecture-là, je pense que je le relirai avec plaisir, mais je suis encore plus heureuse de le voir parce que j'ai jamais vu un livre avec ces combinaisons de couleurs-là. Je le trouve beau. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on trouve esthétiquement intéressant, c'est un critère suffisant? Tu sais, mettons, comme ça remplit un besoin de beauté. Ça remplit un besoin de beauté. Tu sais, tu pourrais... peut-être qu'au début de la journée, tu dirais, je le garde, puis à la fin de la journée, tu dirais, ah non, là, ça n'a pas rapport, je le laisse partir. Mm-hmm. C'est ça. Ouais. J'avoue que c'est peut-être quelque chose qui me rend ambivalente, finalement. Le vase, je l'aime beaucoup, mais il ne fit pas avec ma décoration chez nous. Fait que là, je le transporte dans des espaces comme ici. Ça, je pense que je le conserverais parce qu'il me met en joie. Il me fait penser... Mais c'est ma couleur préférée. Il y a des fleurs. Oui. Mais mettons, les branches mortes dedans... ça, je pourrais les enlever. Hein? Je pourrais vraiment les enlever. Mais tu sais, on pourrait tout enlever ça. Tu sais, tu as le droit de pas être sûr. Ouais. Puis devant l'incertitude, tu peux tout enlever. Puis souvent, par rapport aux objets décoratifs, c'est qu'on a tendance à remplir des vides avec des objets décoratifs puis à ajouter pour remplir des vides plutôt que d'enlever. Mais c'est ça. Tu peux essayer plutôt la direction inverse, de soustraire jusqu'à ce que tu atteignes l'équilibre plutôt que de rajouter. Fait que ces choses-là, moi, je te conseillerais, à moins que tu sois animé d'un profond amour pour tes champignons, là, puis je les enlèverais, puis je les mettrais de côté, puis à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, on pourrait se poser la question. Puis là, ton œil se serait habitué à un intérieur déchargé. Puis moi, la première fois que j'avais fait ça dans mon salon, là, j'avais c'était même pas la première fois. En tout cas, une des fois où j'ai fait du ménage dans mon salon, j'avais éliminé beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de livres d'architecture dans ma bibliothèque. Puis là, j'étais arrivée à un résultat que je trouvais déstabilisant. Puis je me disais, OK, là, cette fois-ci, je suis allée trop loin. Là. Mais en fait, c'est juste que tout le reste de la maison était tellement chargé que cet espace-là m'apparaissait vraiment comme complètement tout nu par rapport au reste. Mais quand on a fait le ménage ailleurs, quand tous les autres espaces se sont déchargés, puis quand mon œil s'est habitué aussi à cet espace-là beaucoup plus calme, avec beaucoup moins d'affaires, je trouvais plus du tout que j'étais allée trop loin. Au contraire, là, je me suis mis à voir des affaires qui m'avaient échappé, que je pourrais encore éliminer. Fait qu'il faut se donner le temps. Il faut se donner le temps d'apprivoiser ce nouveau vide-là. Puis c'est vertigineux. Ça peut être vertigineux, les encombrer. C'est normal qu'on se sente à la fois bien et aussi déstabilisé et un peu tout croche, à la limite, après. Surtout si on a abordé des catégories qui étaient plus sentimentales, les vêtements de bébé ou des choses qui font référence à une époque de notre vie qui est révolue, puis tu as l'impression qu'en les laissant partir, tu perds une partie de toi. C'est normal d'être déstabilisé, c'est correct, ça fait partie du processus et ça passe. Mm-hmm. Puis il faut avoir la confiance que ça passe. Puis si tout au long du processus, tu t'es respecté, tu t'es posé les bonnes questions, tu vas sortir de là grandi. J'ai l'impression que c'est aussi un processus de retour vers le présent. Oui, tellement. Parce qu'il y a comme une partie des choses qu'on garde qui est une nostalgie, qui est associée au passé, un agrippement au passé, puis il y a une autre partie des objets qu'on garde en prévoyance du futur. Vraiment. Mais de revenir dans le présent, puis de se dire, OK, mais maintenant, maintenant. Puis il y a un passé il y a un passé dont tu as encore besoin pour être la personne que tu veux être dans le futur. Puis il y a une partie de ton passé qui est en toi. Puis tu n'as pas besoin d'avoir plein de reliques de ça derrière toi comme un boulet. Oui. Ben, je trouve que c'est aussi dans la question de est-ce que c'est au service de la vie que je veux construire maintenant? C'est vraiment une bonne question. Puis tu parlais de vider son espace parce que là, on fait face à des objets de décoration. Là, puis il y a tout le courant du minimalisme. Mm-hmm. Dans les dernières années, c'était comme des maisons. Là, t'es comme, est-ce qu'il y a des gens qui vivent dans cette maison-là? À un point que on dirait que je suis comme, j'aspire à ça parce que c'est ce à quoi mon œil est exposé. Mm-hmm. Mais en même temps, de me soumettre à cette espèce de
barème-là de ça, c'est une belle maison parce qu'il n'y a aucune trace d'existence humaine. Il y a quelque chose aussi, moi, je me rends compte que ça a joué sur ma santé mentale puis sur ma vision de ce qui était une bonne maison, là. Puis je pense qu'il y a ce courant-là un peu inverse qui revient de se dire comme c'est normal aussi qu'il y ait de la vie dans une maison. Puis c'est synonyme qu'il y a des gens qui sont. Puis c'est ça qui est précieux. Finalement, la maison abrite la vie. Puis je sais pas, il y a quelque chose aussi, tu sais, oui, le minimalisme, mais j'ai l'impression aussi qu'il faut se laisser un peu d'espace pour comme exister. Ben moi, je trouve que le minimalisme a été mis en scène de façon très... Ben c'est ça, c'est une mise en scène. Oui. Puis souvent, très zen, très fleurs séchées avec des ciseaux sur un crochet dans l'entrée qui traînent là comme si j'étais allée comme couper des fleurs puis que je les avais suspendues là. Puis, tu sais, en architecture, on dit souvent form follows function. Là. Moi, j'aime ça quand il y a un alignement entre la réalité puis l'espace, puis l'espace puis l'organisation, puis les lieux sont à notre service. C'est pas une mise en scène. Ça donne rien d'avoir un bouquet de lavande dans mon entrée qui va s'égrener à chaque fois que j'accroche un manteau sur le crochet. Ouais. J'ai une cliente cette semaine qui a réalisé qu'elle avait des belles serviettes qu'elle mettait sur la première rangée de son support à serviettes, puis elle avait jamais, personne dans la maison utilisé les belles serviettes, puis ses enfants faisaient juste mettre leurs serviettes derrière. Fait que, tu sais, c'était comme beaucoup plus compliqué d'aller suspendre la serviette utilisée en arrière, puis les belles serviettes en avant. Puis là, finalement, on a donné les belles serviettes, puis dans une espèce de désir de rendre les choses belles, on rend les choses nécessaires compliquées. Mm-hmm. On peut-tu simplifier les choses, simplifier les gestes du quotidien, s'organiser pour que notre rangement soit optimal, puis pas s'inquiéter que ce soit beau ou non. Puis après ça, tu pourras peut-être décider de changer de serviette, mais d'utiliser la belle peut-être. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Mais c'est ça, d'être un peu dans cet esthétisme-là qui vient primer, qui vient comme dominer tout le reste. Mais c'est sûr qu'après ça, c'est moins pratique, mais c'est plus beau. Puis on a tout le temps cette conversation-là à la maison. Là, c'est comme un balai, disons. Oui. Je vais racheter un balai que je trouve esthétiquement plus beau, que j'ai envie de laisser dans mon espace. Puis oui, tu sais, tu nommes le bouquet de fleurs séchées dans l'entrée, là, mais on l'a tout le monde l'a vu, là. Les paniers d'osier accrochés avec des fleurs séchées ou comme des choses qui semblent sortir tout droit d'un jardin, mais tu sais, la personne, elle habite dans un 3,5 à Rosemont, comme ça n'a pas de sens. Ben non, c'est pas un reflet de la vie de la personne qui habite là. C'est comme une aspiration, d'une espèce de vie champêtre qu'on n'a pas vraiment. Puis, tu sais, après ça, si tu commences par adapter tes lieux puis ton organisation à ta réalité, après ça, dans un deuxième temps, c'est ça, comme tu dis, tu pourras le rendre beau puis acheter ton beau balai. Si tu dis, ah non, moi, mon balai, j'ai le goût qu'il soit accessible, c'est ici que je vais le ranger puis c'est à la vue, mais là, ça me dérange un peu que ça soit un Ivileda un peu cassé. Fait qu'est-ce que je peux m'acheter quelque chose qui a de l'allure? Oui, après. Fait que d'abord, tu prends tes décisions sans t'embourber par le désir de beauté. Puis après ça, il y aura probablement moyen d'intégrer l'équilibre, d'intégrer la beauté. Puis, tu sais, je suis vraiment sensible à ça. Là. Moi, je considère que c'est super important d'avoir un espace qu'on trouve beau, dans lequel on se sent bien. Mais dans un premier temps, il ne faut pas se laisser aveugler par ça. Puis empêcher cette espèce de désir-là de prendre... En tout cas, il ne faut pas que ce désir-là nous empêche de prendre des bonnes décisions fondées sur nos besoins. Donc, si j'amène une conclusion là, à tout ça, c'est de faire en sorte que nos espaces soient le reflet de notre vie, qu'on a envie de vivre, de nos besoins réels, qui soit vraiment ce reflet-là, puis que ce soit comme pratique, fonctionnel, que ce soit agréable à vivre. Et après ça, l'esthétiser, c'est comme venir mettre le petit spring. C'est la cerise sur le sommet. C'est tellement le fun, ça, à la fin. Oui. Puis là, prendre le temps de bien placer nos choses. Ouais. Puis, tu sais, dans un contexte où il y a moins d'affaires, souvent, il y a moyen de placer les choses pour que ce soit beau aussi. Oui, c'est vrai. Quand il y a moins d'objets, c'est déjà plus facile de... Tu as plus de possibilités d'aménagement. Oui.
Hey, je suis comme un peu fâchée d'être en studio en ce moment parce que j'aurais envie d'être chez nous puis de commencer puis me mettre en action. Je suis comme, moi, je vais faire le ménage du Cool Club. Là. C'est encombré ici. Il va falloir qu'on fasse bouger les choses. Mais merci énormément pour toutes les pistes que tu nous as offertes. Aussi pour tout ce que tu amènes qui est sous-jacent, qui est en dessous de ce processus-là. Puis je pense qu'il est important aussi de tenir en considération parce que ça fait partie de ce processus-là du ménage, du désencombrement. Puis je pense aussi qu'il y a un impact collectif là-dedans aussi dans notre façon de consommer puis de se poser les bonnes questions. Et pour les gens qui écoutent tout ça puis qui se disent « j'ai envie, mais par contre, j'aurais peut-être besoin d'un peu d'aide, d'être guidée », c'est possible d'aller sur ton site web. Oui, donc, c'est, mon site web, c'est alloprintemps.com. Puis c'est ça, c'est possible de prendre rendez-vous puis d'avoir de l'aide en personne. Oui, tu te déplaces, là, tu je vas dans me les déplace. maisons. Oh mon Dieu! Moi, je dois dire, là, c'est un processus qui est très vulnérabilisant. Là. Je suis comme... T'es pas la seule, hein? C'est vraiment comme ça pour tout le monde. Mais tu sais, moi, je m'adapte au désir des gens, à leur réalité, à leur niveau d'énergie. Puis, tu sais, souvent, les gens ont l'impression qu'ils ont la pire maison. Puis, tu sais, comme personne n'a la pire maison, là. On se sent toujours seul. En fait, mes clients se sentent souvent seuls à vivre leur encombrement, sont parfois un peu honteux, puis justement beaucoup de culpabilité associée à ça, mais il ne faut pas. Mm-hmm. Tout le monde est dans le même bateau. Oui, c'est une expérience qui est quand même assez partagée. Oui, vraiment. Oui, qui est assez universelle, oui. je dois dire. Là. Oui. Je pense que tout le monde, on vit ça parce qu'on est dans une société de consommation. Oui. On a chacun des objets chez nous alors qu'on pourrait se partager des objets, puis tout ça. Mais en tout cas, ça, c'est tout un autre podcast. Oui. mais quand même, de se rendre compte aussi que c'est un peu normal, comme dans la société dans laquelle on vit, dans le système dans lequel on évolue, que la résultante, ce soit ça, des maisons qui sont un peu encombrées, puis qu'on n'est pas seul, puis qu'on n'a pas à avoir honte. Non, zéro honte. D'avoir des armoires tout croche. Non. Bon, ben, je sais ce que je fais en sortant d'ici. Yes. Merci, Ariane. Ça me fait plaisir. Merci à toi.